Eh bien bonjour et bienvenue dans ce 7e épisode de Reboot, le podcast de l'actualité et du suivi du jeu vidéo sur PC. Donc moi je suis Yunzo et je vous présente ce podcast avec mes deux acolytes qui sont Bud. Bud, salut. Salut à tous, merci de nous écouter. Et c'est bien le septième, hein, c'est pas le sixième ou le huitième. J'ai des problèmes avec les chiffres, rappelle-toi. C'est bien le 7e, effectivement. Déjà. Ah oui, déjà. Et, et également avec Laurent. Laurent, bonjour Laurent. Bonjour Yunzo, Comment comment ça vas-tu? va? Ça va bien et Ça toi? va bien. Très bien. Je suis jaloux, Alors, tu tu fais sens que pour Laurent, là, ouais, t'es vraiment content d'avoir ouais, Laurent, quoi. c'est presque intime, là, on nous dérange. Alors, au sommaire, ce mois-ci, j'allais dire non, ce mois-ci, on va discuter et en fait se moquer principalement des chiffres du sel, donc du rapport du sel des ventes de jeux vidéo en France. On fait aussi une mise à jour de notre podcast numéro 6 avec un deuxième acte sur Shadow. Donc, dans le podcast numéro 6, on avait parlé du cloud gaming et Laurent va nous faire un petit suivi de cette actualité. Et ensuite, alors les deux gros morceaux, les deux jeux sur lesquels on va revenir longuement dans cet épisode sont Valheim, donc le jeu de survie de Craft qui est sorti en Early Access, qui fait un gros carton sur Steam en ce moment. Et Imperator Rome, ça c'est notre restart, donc Imperator Rome qui est sorti il y a 2 ans maintenant, qui a une grosse mise à jour, et on va revenir là-dessus. Puis on terminera sur les side screens, donc un side screen par personne, voilà. À la fin du podcast. Alors c'est parti, on va démarrer avec les chiffres du sel et avec toi Laurent du coup. Et Ou oui, Bud. Lancez-vous. donc Non, je le laisse lancer pour être un peu moins trash. Ouais, voilà. le CEL correspond donc au syndicat des éditeurs de logiciels de loisirs, en tout cas c'est ce qui est écrit. Et chaque année il publie des chiffres pour dire que oh, on est gros, oh, on est un marché en pleine croissance, oh regardez-nous, nous sommes bien. Mais, euh, mais donc, Alors, quand même, un truc positif avant que je me lâche. Euh, le Allez. truc positif, c'est qu'au moins ils essayent d'avoir des chiffres. Ce qui est quand même très difficile. Enfin, ils essayent de communiquer des chiffres, ce qui est quand même très difficile dans cette industrie à obtenir. Donc c'est quand même positif d'avoir un truc sur lequel regarder quelques chiffres. Maintenant, on pourra parler de la véracité et de l'authenticité des chiffres, ça c'est autre chose, mais ça donne une tendance de comment va le marché en France quand même, c'est pas mal. parce que le jeu vidéo a dépassé le cinéma il y a quelques années, d'après mes souvenirs, euh, en, Ouais, en termes de dépenses, enfin en termes de chiffre d'affaires dans le loisir. Et Surtout en 2020, hein, j'imagine. surtout en 2020. bah donc ouais, il y en a un qui a dû s'arrêter et pas l'autre quoi, donc Ouais. forcément ça aide. Mais déjà, enfin, qu'est-ce que le sel? Enfin, je voulais te poser la question, Bud. C'est un syndicat, mais il y a qui à l'intérieur? Bah, il y a quand même tous les éditeurs, hein, comme on peut le voir sur leur rapport. Il y a des grands noms que certains connaissent ou pas, mais on va plutôt pas donner les noms des gens, mais le nom des éditeurs. Mais vous voyez que les membres du CEL, c'est Activision Blizzard, Bethesda, Capcom, EA, Ubisoft, Core Media, enfin Nintendo, etc. Donc il y a quand même tous les éditeurs majeurs mondiaux, hein, et pas français, mondiaux, qui sont membres du CEL. Donc c'est vraiment un syndicat d'éditeurs et pas de développeurs. Attention, c'est vraiment pas la même chose, puisque les développeurs, eux, ont besoin d'éditeurs pour développer leurs jeux. Et ça donne une idée que, bon, ils communiquent entre eux, ils essaient de faire un petit truc, mais ça m'étonnerait qu'ils donnent tous leurs chiffres, quoi. On Mais sait tous très bien que c'est le nerf de la guerre, cacher les secrets dans le jeu vidéo. Pardon, vas-y. du coup, à quoi ils servent à part balancer leurs chiffres une fois par an en fait? Alors je pense, alors après ça c'est je pense, hein, je vous avouerai que j'ai jamais eu accès moi au sel, j'ai jamais parlé avec eux, je n'ai pas forcément Ça envie a parce l'air. que Enfin, je demande, tu vois, d'ailleurs, toi qui as travaillé dans le milieu, ça a l'air assez cryptique en fait. Enfin, c'est c'est une pas société critique en cachée fait. quoi. Est-ce que c'est les francs-maçons du jeu vidéo? Peut-être pas, hein. Attention, la Ouais. révélation. Non, non, alors honnêtement, comme je disais tout à l'heure, j'ai pas vraiment eu de.
contact avec eux, j'ai jamais été membre du CEL de mon côté, hein, donc je peux pas dire quoi que ce soit de véridique et de prouver avec des faits, mais je pense surtout que leur boulot, c'est de faire du lobbying auprès du... alors je connais pas du tout le terme lobbying en français, je suis désolé, je ne vois pas du tout comment dire C'est de l'influence. ça passe. Mais du lobbying auprès du gouvernement, donc c'est tout ce qui va être les taxes, est-ce qu'on fait une TVA à 20, une TVA à 5,5? Alors bon, ça c'est un truc un peu bateau, hein, mais c'est aussi les crédits d'impôt, les aides qu'on pourra avoir via le développement de jeux vidéo, Ouais, via parce que le crédit d'impôt recherche, etc. Donc ils vont plutôt être là pour faire vraiment ça, le lobbying auprès du gouvernement Donc français. c'est vraiment c'est l'interlocuteur jeux vidéo du gouvernement et des forces dirigeantes, quoi. Je pense. Après, pareil, hein, je ne mettrai pas ma Ok. main à couper. Je sais que Ubisoft, par exemple, parle au gouvernement, puisque Directement. enfin, ouais, directement, vous pouvez Ouais. voir, vous avez pu voir, ou vous pouvez voir, quelques membres du gouvernement qui passent dans les locaux d'Ubisoft pour voir l'excellence française, le 2, 3, 4, 5, ça dépend des années. 2, 3, 4, 5e La éditeur French Touch. mondial, Ouais. voilà, French Touch, etc. Ouais. Ouais, c'est un peu tout ça. Regardez, c'est le même gameplay, mais c'est différent en jeu, c'est incroyable. Eh oui. Et voilà, ça y est, il commence, ça j'aurais pas dû le lancer. Bref, dans tous les cas, c'est quand même un syndicat qui regroupe les acteurs majeurs en édition et pas en développement. C'est très différent. Ok, parce que je vois, en tout cas pour les jeux développés en France, de Mhm. plus en plus le logo du CNC, et à mon avis, c'est... Ah, alors après je peux expliquer par contre, il n'y a aucun souci. Donc on s'écarte un petit peu du rapport du CEL, mais c'est quand même intéressant, je pense, à savoir. Donc le CNC, c'est le Centre National du Cinéma. Donc là on se dit mais pourquoi, qu'est-ce que ça a à voir avec le jeu vidéo? En fait le CNC est en charge de donner des bourses, subventions, des petits chèques aux développeurs français pour les aider à lancer leur jeu. Donc ça va être un financement pour la pré-production, un financement pour la production de jeu, un financement pour le concept. Il y en a différents, hein, je vais pas tous les citer, ça sert à rien, vous pouvez trouver ça. C'est officiel, hein, il n'y a rien de secret, vous pouvez aller voir sur le site du CNC, je suis sûr qu'ils expliquent. Il y a même d'ailleurs des rapports, alors je sais plus si c'est annuel, ou si c'est plus régulier, mais qui liste tous les jeux qui sont passés devant le CNC et ceux qui ont eu un financement et ceux qui n'ont pas eu. Et donc quand je dis les jeux, hein, c'est pas juste le nom du jeu, c'est le jeu, l'éditeur ou le développeur, ça dépend, et derrière en disant ok il a eu tant d'argent. Donc par exemple on a pu voir que je sais plus Il y quelle a année, je Plague pourrais pas vous Tale. dire. Ouais, Plague Tale par exemple en a, c'est normal en fait, c'est Asobo. Asobo est connu dans l'industrie, enfin dans le milieu français. Ils sont proches du CNC, j'imagine, comme tous les développeurs français. Et j'ai envie de vous dire, je suis pas sûr qu'Asobo a besoin de cet argent pour développer son jeu, mais toutes les subventions sont bonnes à prendre. Et là, je vous parle à vous deux, vous travaillez dans un milieu où les subventions sont importantes, et je pense que là, ouais, Hmm. c'est la même chose en fait. Les mecs, ils vont chercher tout ce qu'ils peuvent, ils vont gratter partout. C'est Ah normal. oui, c'est la façon de vivre, hein, de survivre. Enfin, Ouais, après, Asobo, maintenant, ils ont exactement. pris de l'ampleur, c'est sûr, mais Mais même avant en prenant Plexel, hmm. ouais, mais même, enfin oui, alors on peut parler de plein de trucs, mais avant Plague Tale, en fait, ils avaient pas vraiment toujours besoin, enfin, je reviens encore, mais ils n'avaient pas forcément besoin de cet argent pour développer leur jeu, puisqu'ils étaient financés par un éditeur, Microsoft, ils ont travaillé avec Disney par le passé et d'autres éditeurs, Activision si je me trompe pas aussi, euh, mais ça leur permet d'avoir un budget en plus pour soit développer le jeu, le rendre meilleur, ou alors faire un peu de cash dans leur trésorerie en fait. Donc c'est quelque chose à aller chercher, ils le feront toujours. Ouais, Sur pourquoi se priver, hein, de toute le façon. prochain projet qu'ils vont faire avec leur propre IP, enfin leur propre propriété intellectuelle, leur propre marque, ou même s'ils font un Flight Simulator 2, ils vont aller chercher ces financements, alors qu'en fait ils n'en Hmm. ont pas besoin sur le papier. Mais et là, je vous demande tous de vous regarder, hein, ceux qui nous écoutent et nous-mêmes. Moi, si on m'offre de l'argent, je dis jamais non, quoi. Donc c'est normal, c'est pas, Bon, de enfin, toute ils sont pas façon, pire qu'un autre. Après, ouais, je Voilà. vois pas non c'est une plus bonne chose. Enfin, c'est du financement public. Ils vont pas tout Exactement. financer, hein. Non, le financement public, je crois que le financement à la pré-production est à hauteur de 200 000 euros. Mais alors, je ne mettrai pas ma main coupée pareil, je connais pas tous les chiffres honnêtement. C'est pas que je m'en fous, mais c'est qu'en fait, quand on veut savoir, tout est dispo et on peut les trouver assez facilement, les chiffres. Et ce que j'allais vous dire, oui, c'est les rapports du CNC.
vous pouvez les voir en fait pour voir qui a eu les bourses et vous pouvez voir que certains développeurs, et là je vais en citer un, puisque je me rappelle de cet exemple-là, mais je suis sûr qu'ils sont pas tout seuls, Eugène System, un développeur Mm. français, qui avait quasiment tous les ans un titre. Et vous vous dites, mais ils sortent pas un titre tous les ans en fait. Comment ils font pour... Bah ouais, parce qu'en fait, il y a des trucs qui fait que des fois ils vous donnent l'argent, mais c'est pas forcément remboursable, même si vous sortez pas le jeu. Enfin, il y a des conditions, donc il faut les lire. Et donc il y a des gens qui peuvent aussi survivre. Et je parle pas de Gen System en particulier, mais des développeurs peuvent survivre pendant un certain temps en mangeant des subventions publiques. Voilà, Ouais, on ça appelle ça arrive. le cinéma français, tu vois. Pareil, ouais, Ouh. mais oui, je pense que mais t'as un peu raison. Et là, on parle de cinéma et de jeux vidéo, et je suis sûr qu'il y a d'autres industries qui font la même chose en fait. Non, enfin, Donc, disons que c'est l'idée que j'avais du cinéma français et du CNC qui finançait des trucs que je ne regardais pas, mais enfin, je vois de plus en plus ce logo dans ma vie, aussi bien dans les films que dans les mhm. jeux vidéo, et je me dis, bah, au final, Bah, c'est pas si mal. Ouais, c'est pas si franchement. mal. Bon, retournons Ouais. sur le Sur les chiffres sel. du sel. Et donc il y a deux parties. Il y a une partie donc retail, donc la vente physique, où Mhm. en gros moi ce que je retiens c'est que c'est une estimation. J'espère, je pense, j'espère que c'est fidèle au moins au niveau de la tendance, mais c'est pas fiable à 100%. Mhm. Et le panel digital, où donc c'est tout ce qui est téléchargement, ce genre de trucs, et ça pour le coup, bah à moins que l'éditeur te pipote, le chiffre est là, quoi. C'est là et c'est tout. Ouais, alors il y a deux choses importantes. Là, je vais parler des chiffres. Donc, effectivement, le digital, je sais pas si je commence par le digital. Ils appellent le digital. Moi, j'appellerais plutôt ça le numérique. C'est une grande question. Des gens se moquent de ça. Digital, c'est les empreintes, blablabla, c'est pas du numérique. Bref, appelons ça comme ils veulent. Mais le digital, c'est clairement quand le jeu est acheté, il est acheté. Il n'y a pas de j'ai dû le mettre en boutique, etc. Contrairement au retail, donc les versions physiques, où il y a deux compteurs possibles, le sell in et le sell out. Alors désolé, pareil, j'utilise beaucoup de mots en anglais, mais c'est des mots qu'on utilise dans l'industrie. Donc le sell in, c'est en fait le nombre de boîtes qu'on met en magasin, et le sell out, c'est le nombre de boîtes qui sont sorties du magasin, enfin des magasins vraiment. Et donc il y a des fois des éditeurs ou développeurs qui vont communiquer sur hey, 5 millions de copies, Mais et sauf que bah, c'est de la c'est le mise nombre en d'unités. disposition, je crois. Je crois que c'est comme ça en Exactement, français. c'est Le ça. terme assez moche à l'oreille. C'est exactement ça. Donc en fait, on a mis 5 millions d'unités en boutique, mais ça veut pas dire qu'elles ont été vendues. Et il y a un truc qui peut se passer, c'est que ok, on a mis 5 millions en boutique, mais si elles partent pas, il va falloir baisser le prix. Et donc là, je vais vous passer des détails parce que sinon je peux faire une explication de 30 minutes et on va perdre beaucoup de temps. Mais ça veut dire que derrière, l'éditeur qui a placé les boîtes doit de l'argent aux distributeurs physiques, Micromania, la Fnac, etc., etc. Et donc ça crée, enfin, ça crée tout un mouvement de fonds et potentiellement des avoirs sur les prochains jours. Enfin, c'est un bazar incroyable. Et Et pourquoi? globalement, est-ce qu'on peut dire qu'ils tapent plutôt juste quand même quand ils chiffrent ce qu'ils envoient aux boutiques ou... Oui, oui, bah, le but de l'éditeur, c'est quand même d'être au plus proche Hmm. de la réalité, donc ce qui va sortir vraiment des magasins, ce qui va être en sell out. Donc ça Pourquoi? Parce reste que, relativement fiable, quoi. ouais, parce que leur but c'est de pas presser ou manufacturer, je pense que ça se dit, fabriquer Ouais. de trop de copies ou trop de disques, parce que sur chaque disque pressé, enfin l'éditeur ou le développeur, ça dépend qui fait le truc, doit donner de l'argent à Sony et à Microsoft et ou à Nintendo ou n'importe quel autre constructeur de plateformes, de consoles, etc. Et donc ça veut dire que À partir du moment où c'est pressé, quoi, même sans vente. Ouais, t'as oui, des royalties sur le format. ouais, c'est Ok, ça. d'accord. Et donc Ah en ouais, fait, vous ne pouvez pas en presser trop parce que sinon, si tu te trompes, ça peut piquer. Mais il ouais, y a eu ok. un C'est ça. cas très récemment, bon après je connais pas les chiffres, mais c'est donc Cyberpunk, où en magasin tu l'as Ouais. vu 2 semaines plus tard à moins 40%, Mhm. parce que Ouais. bon, ils s'attendaient à en vendre beaucoup plus, et les bugs les ont rattrapés.
On dévie un peu, mais c'est intéressant. C'est quand vous voyez un jeu qui, en physique, plus qu'encore en numérique digital, mais quand vous voyez un jeu physique qui est bradé au bout de un mois et demi, vous pouvez vous dire, Il y a un ça sent souci. pas bon, hein. Il y a un souci, ouais. Quand je vois un Ouais, assassin qui, au mois de, je sais pas, il sort mi-octobre et début décembre, il y a un petit moins 30%, ouais, ça mais ça, m'étonnerait que tout aille bien. intuitivement, oui, c'est clair que ça pue, quoi. Ouais. Bon, ça, ou Après, alors c'est un jeu arcane qui se vend jamais, quoi. Ouais, mais ça, c'est les jeux arcade, en fait, ils devraient tout de suite être à moins 30%, puisque tout le monde sait que ça se vend pas. Ouais. Même s'ils sont très bons. Enfin bon. Donc, hmm. et Mais donc pour revenir aux chiffres, pareil, ça m'étonnerait que les chiffres soient exacts à l'euro près. Pour plein de raisons, c'est que les chiffres restent secrets, on ne veut pas non plus tout diffuser. Alors il y a des gens qui vont dire ouais, mais alors dans les sociétés qui sont cotées en bourse, on a quand même les chiffres à la fin de l'année. Ouais, mais souvent les chiffres sont présentés d'une telle façon que enfin, ils sont les mauvais amalgamés les chiffres chiffres. sont exactement. Genre, c'était sur quel je crois que c'était Activision qui avait, ouais, Activision Blizzard avait caché les chiffres de euh, Heroes of the Storm en mélangeant Heroes of the Storm et Hearthstone. En disant oui, ces deux jeux-là ont fait 500 millions. D'accord, mais en fait, on ne sait pas combien a fait chaque jeu. Et je pense qu'en fait, Heroes of the Storm était tout petit. Le chiffre de 500 millions était totalement au hasard, hein, pour info. Mais le chiffre de Heroes of the Storm était petit, et en fait, tout était comblé par Hearthstone. Et c'est juste pour cacher le fait qu'il y en a un qui a un four. Et donc forcément, ce que je veux dire, pourquoi je dis tout ça, c'est que les chiffres qu'on a là, vous ne me ferez pas croire qu'ils sont exacts complètement. Par contre, je reviens, ça donne quand même, et là il ne ment pas, une tendance sur le marché, sur comment ça se vend, sur comment ça progresse aussi. Là, je peux vous dire que, alors je vais pas détailler le rapport du sel, et j'ai même pas regardé, mais je suis sûr que c'est sûr. En 2020, le digital, comme il l'appelle, ou le numérique, a explosé. Pourquoi? Bah parce qu'on peut pas aller acheter des jeux en magasin, en tout cas en France, pendant un certain temps. Alors maintenant c'est Hmm. revenu, il y a eu une petite bataille dernièrement. Et d'ailleurs, bah tenez, on parlait du sel. À quoi sert le sel? Le sel a dû aller se battre, j'imagine, pour le troisième confinement là qui vient d'arriver il y a quelques jours, pour aller dire, mais attendez, vous ouvrez les boutiques, les librairies, les boutiques de disques, mais nous aussi on est de la culture et de l'entertainment en fait, enfin du loisir. Les gens en ont besoin, donc laissez les magasins ouverts. Et donc ils ont réussi à faire en sorte que les magasins et les rayons des supermarchés et des vendeurs comme la Fnac peuvent rester ouverts en termes de jeux vidéo. Et donc c'est le seul qui a fait ça, je suis sûr, c'est pas Microsoft ou lui qui a été parlé au gouvernement. Ouais, C'est le seul. ok. Voilà. Juste une J'espère avoir été clair. Pardon. juste une question quand même. Je veux dire, l'éditeur, ok, je comprends qu'il communique pas ses chiffres de vente, mais ces chiffres, il les a quand même. Bien sûr, Ah ouais, ils savent tout à l'euro près, ok. bien sûr. C'est pas un souci. Ils les ont. Ils les ont. Alors, ce qu'ils ont assez rapidement, c'est le tout ce qui est boîte mise en vente, enfin boîte mise à disposition en magasin. C'est long puisque c'est eux qui créent, en tout cas qui passent la commande pour créer pour presser les disques. Par contre, ça met un peu plus de temps potentiellement pour savoir le nombre de boîtes qui sont sorties des magasins. Il y a des grosses chaînes comme Micromania, la Fnac, etc. qui vont avoir une interopérabilité des bases de données sur tout ce qui est vente, etc. avec les éditeurs. Alors ça, je suis pas sûr à 100%, mais c'est quasiment, enfin, je vois pas pourquoi ce serait pas le cas. Donc ils les ont assez vite. Mais quand vous parlez de distributeurs qui vont, de grossistes, qui vont aller fournir, je sais pas, votre petite boutique du coin là. Alors il y en a de moins en moins, mais il y en a encore quand même. Là, forcément, le temps que ça remonte, c'est beaucoup plus long. Mais, toujours pareil, ils arrivent à estimer, ils ont des, des- des départements, des gens qui font que ça en fait. L'estimation du nombre de copies à mettre en magasin, le nombre de copies qui vont être vendues sur les 3 premières semaines, les 4 premières semaines, les 3 premiers mois, sur la première année, etc., etc. Donc ils sont plutôt bons. Bien que j'imagine cette année, ils ont dû se prendre un petit mur potentiellement à cause du Covid malheureusement, où ils ont dû penser que bah, peut-être qu'on serait à, je dis des bêtises en termes de chiffres, hein, mais peut-être deux tiers pour les versions physiques, un tiers pour les versions numériques, et en fait on est à 50-50. Hmm. Pareil, ça vous pouvez voir sur les chiffres de, je crois que c'est EA qui a communiqué ces chiffres dernièrement.
où justement il montrait que, ou peut-être Ubi d'ailleurs, je sais plus. Enfin bref, un des éditeurs a montré que ils sont arrivés à 50-50, ce qui est énorme en fait en termes de vente en numérique. Et c'est pas que sur le PC. Parce que le PC, on a l'habitude d'aller acheter en numérique, vu que Steam est sorti il y a très longtemps. Mais sur console, c'était pas encore complètement le cas. Sauf que là, cette année, ça a explosé. Alors, dans le rapport du sel, justement, on n'est pas à 50-50. Non. On est à Et sur combien, là 60-40. Ouais, voilà. Et après, c'est de manière générale 60-40, mais Enfin, ça dépend 60 des éditeurs. pour le dématérialisé Ah, qui a vu, donc il a pris qui est passé au-dessus, donc. ouais, Voilà. qui a pris Autant pour plus moi. 20% de croissance et le physique qui a perdu par rapport à l'année dernière. À savoir, enfin, donc ils ont perdu 3,2%. Et en gros, il n'y a pas eu trop d'impact, étant donné que le sel a dû se battre pour que ces rayons-là ne soient pas euh, interdits. Alors pour les deux premiers confinements, il me semble qu'ils ont été interdits. Là, c'est le troisième où ça s'est un peu assoupli. Mais les deux premiers, alors le troisième qui est quand même local, hein, il n'est pas général, il Mm. n'est pas national, hein, rappelons-le, c'est juste 16 départements, juste. Pour l'instant. Mais ouais, pour l'instant. Mais ouais, sur les deux premiers, ils étaient fermés, sauf que les boutiques se sont quand même mis en branle-bas de combat pour pouvoir vendre quand même leur édition physique via du pick and non, Click comment ça and s'appelle? collect. Click and collect, ouais, Ouais. voilà, ou alors de la vente par correspondance entre guillemets. Micromania offrait les frais de port par exemple parce qu'ils voulaient vendre des copies, ce qui est normal. Et je pense premier confinement, les rayons jeux vidéo des grandes enseignes, des grands supermarchés étaient ouverts, hein, justement. Le premier confinement était très bordélique effectivement, Ouais, puisque les supermarchés, les grandes surfaces avaient ils vraiment avaient tout. ouais. Ce qui a été Donc ouais, c'était rectifié, ouvert. enfin, ils ont tenté de rectifier ça après, mais bon. Alors, il y a des Eh choses oui. intéressantes quand même dans ce rapport sur le PC gaming. Je sais pas si vous avez regardé un peu. Alors déjà aussi, le CEL organise la Paris Game Week. Ouais. L'horrible Paris Game Week d'ailleurs. Alors, quand on n'aime pas le bruit, c'est pas vraiment le bon endroit. Ah oui, tu l'as fait toi, c'est vrai? J'ai fait il y a longtemps, bon, ça m'a Alors suffi. moi je fais pas la Paris Games Week, désolé, hein, je fais plutôt le truc qui est à côté, qui est le salon pro, Du et c'est un chocolat? peu plus calme. Non, Ok. non, effectivement il y a le salon du chocolat, je crois, en même temps la plupart du temps. Il y a Ouais, un autre salon franchement, juste à côté. à choisir, ouais. Va bouffer du chocolat, ouais. Et bon, il y a On avait fait l'Indiecade, qui est l'Indiecade, ouais. plus roots, mais Ouais, beaucoup plus cool. C'est ouais, plus cool, mais c'est plus roots, ouais, bien Indicate résumé. déjà c'est pas très grand public, et Non. c'était pas pour le public entre guillemets, c'est un peu plus pour les développeurs, etc. Ouais, On est... ça s'ouvre au public après. Bon, je pense que là, Ouais, on doucement. dirait vraiment, donc on y Mm. reviendra si un jour il y a une Ouais, édition qu'on va faire un tour avec Laurent en mode touriste. Pourquoi pas c'est des peut-être dans la interviews? veille. Ouais, ce serait cool ça. Mhm. Mais ouais, donc dans les chiffres, quand même un truc intéressant sur le PC gaming. Et donc le principal source de revenus, PC gaming, déjà le dématérialisé, c'est 98% du marché Oh, quel sur PC. incroyable! Je... Physique 2%. Alors, Enfin, qui achète qui achète encore 2% de personnes achètent leur jeu PC voilà, dans des boîtes. Bah, moi j'essaye Euh, des fois, hein, mais c'est c'est peut-être des difficile. collectors, non? Enfin, je sais pas parce que j'ai du mal à. Enfin, Ouais, il y a deux choses. doivent acheter des Vas-y. collecteurs avec des codes à l'intérieur, quoi. Enfin, je veux dire... Ouais, voilà, en Alors, plus, ouais, t'as un ouais, placé. important. C'est ce que Ouais. tu viens de dire. Il y a bon les collecteurs, bien entendu, là ça rentre dedans, hein, les 2%. Et même quand tu achètes une version physique classique, la plupart du temps, tu as juste un bout de papier, un flyer avec un Hmm. code Steam ou un code je sais pas quoi, ça dépend du truc. Ouais. Et voilà, c'est tout. Maintenant, il faut quand même voir un truc, c'est que potentiellement, les gens achètent. Enfin, il y a quelques ventes en physique parce que les prix en physique sont souvent plus bas que les prix en numérique. Si vous prenez Hmm. des jeux, alors sur console, mais ça marche aussi, enfin, ça marcherait sur PC s'ils faisaient encore des jeux PC en physique, c'est quand même difficile à trouver. Mais un jeu console qui va coûter 70 € en numérique, vous allez le Hmm. trouver sur Amazon, la Fnac à facile 69 €. Ouais. Pardon, 59 €, donc Ouais. 60, au lieu de 70, 60 €, voire des fois 50. Donc c'est pour vous dire quand même la différence. Oui, parce que de Ouais, base, il bah, n'y a pas, y a aucune royalties à payer. Enfin, déjà, Sur d'après quoi? mes souvenirs, sur PC.
Enfin, tu vois, quand tu presses Ah, un bien sûr. DVD. Sur PC, alors attention, parce que là je parlais de jeux console. Hein. Je parlais de jeux console à 70 € et que vous pouvez trouver à 50-60 € facilement. Et parce qu'en fait, ils mangent la marge distributeur. C'est Ouais. les Amazon, la Fnac et tout qui enlèvent leur marge. Et oui, effectivement, sur PC, pour revenir à ta question, sur PC, il n'y a pas les X% à donner à, À à comment? Sony ou à Microsoft. Alors, Sony, Microsoft et tout. Par contre, si tu fais un jeu Steam, Ouais. ah oui, il faut toujours payer la petite papare à Gabe. Hein. Il se gave, hein, le monsieur. Hein. De Il souvenirs, va je quand crois que même comprendre. c'est 50%. Non, non, c'est pas Non? 50%. C'est 30% T'imagines? C'est 70. Alors, tout le monde va dire, ah, c'est pas vrai, c'est pas 70-30, machin. Non. Historiquement, c'était 70-30, ça commence à évoluer. Donc là, on peut parler d'Epic, on peut parler de Steam qui commence un petit peu à contre-attaquer. Il me semble qu'il y a une autre plateforme qui a changé dernièrement. C'est comment? Le truc de CD Projekt? Je me demande si c'est pas Good Old Games qui a fait ça effectivement sur Ouais. le premier million qui est au lieu de prendre 30%, ils prennent peut-être genre 8%, enfin bref. Voilà. Maintenant le meilleur rapport en termes le partage de revenus en termes de C'est Epic, plateforme du coup. versus éditeur, c'est Epic le mieux. Ouais. Maintenant il faut vendre aussi pour que tu gagnes quelque chose et je suis pas sûr que sur Epic on gagne beaucoup. Ouais, à voir. Moi, je l'ouvre jamais quasiment au final, hein. Mais bon. Bah tu l'as ouvert pour les jeux qui étaient exclus à l'époque, donc Ouais, Control. mais au final, il y a Et moins puis en moins d'exclus intéressantes dessus, je trouve. Les jeux qu'on me donne, en fait, je les lance jamais. Donc, moi, j'ai vraiment délaissé cette plateforme pour l'instant, en tout cas. alors, désolé, on dérive encore, mais je suis d'accord avec toi, Yunzo, c'est que j'ai pas le temps de jouer au jeu, ou je prends pas le temps de jouer au jeu que j'achète, c'est pas pour aller jouer au jeu qu'on me donne Que je sais pas, gratos. bah oui. Parce que si je l'achète pas, c'est qu'il y a une raison. C'est que je Ouais, n'avais pas envie d'y jouer. Eh oui. Donc, voilà. Il y et donc a... En voilà, je tout cas, voulais. Ouais, c'est juste sur les chiffres PC Gaming, là, ouais. l'essentiel des revenus. Donc, c'est 46% vient des jeux multijoueurs type MMO avec des abonnements ou du free-to-play, donc des Ouais, à microtransactions. mon Ouais, avis... c'est un peu bizarre, en fait, Ouais, leur ça, séparation. c'est le sel qui présente mal les choses. Parce que... Ouais, parce Enfin, que t'as 46% jeux multijoueurs MMO abonnement plus free-to-play et t'as 30% DLC microtransactions. Donc, entre free-to-play et microtransactions, la frontière est mince, quoi. Mais, ouais. Non, alors je peux peut-être, alors quand je dis ouais, non, vas-y. désolé, là je suis genre ouais, ta gueule. Non, c'est pas le cas, mais c'est juste que je pense, hein, que ça vient des éditeurs et rappelez-vous, syndicat des éditeurs. C'est que les mecs ils vont te dire, eh mais attends, ce que tu payes dans Assassin's Creed Valhalla ou n'importe lequel, je prends Ubisoft, mais on peut prendre n'importe quel triple A dernièrement. Eh mais on fait pas du free-to-play dedans, c'est de la microtransaction. Et en fait, ils différencient, alors qu'à la fin, ça reste une sorte de free-to-play. Je veux dire, quand t'achètes des potions dans Ah, Valhalla d'accord. ou je sais pas trop ce qu'ils vendent, ils vont appeler ça des microtransactions, alors qu'en fait c'est du free-to-play. Donc ça Ce qu'on dépend juste pourrait... du prix d'entrée du jeu, en fait. Si le jeu est gratuit à la base ou si tu payes le Ex- jeu, c'est ça, en T'as fait. tout compris, ouais, c'est ça. Ouais, Mais d'accord. c'est énorme pour les DLC. Enfin, je veux dire... Alors, ouais, ça me paraît vraiment énorme aussi. Ça fait donc en gros que 75% du marché, c'est du DLC, de la microtransac, des jeux multijoueurs et du MMO. Donc Alors, par jeux exemple, multijoueurs, ça veut dire quoi? tous les cosmétiques de Fortnite, ils sont en free-to-play. Parce que Fortnite est gratuit. Ça devrait, effectivement. Enfin, si Epic a donné ses chiffres. Et je crois qu'Epic n'est pas dedans. Hein. Si je regarde la liste en bas, je les ai Parce pas que vus. ouais, c'est déjà 491 millions de recettes, hein, quand même. C'est marrant, c'est quand même en baisse par rapport à 2019 en 2020. C'est étonnant, non? Sur le PC Gaming. T'es Je sais pas sûr? Attends. je sais pas si on est à la même page. Moi, je suis Page, à la page 31, c'est ça, non? Moi, ouais. non, je suis à la page 16 du rapport et sur le PC Gaming, vraiment en software, t'as une diminution par rapport à 2020, ce qui est assez étonnant. Ouais, on le Ah, voit attends, aussi. non, je pense que t'es à la page 16. Mhm. Là, t'es. Non, t'es à la page 16 du PDF, alors qu'il faut que Ouais, tu regardes le truc en bas à droite, c'est un peu le bordel. Ouais, mais ok. Pour c'est retrouver. bien 31, ça. 31. On est à la bonne page. Ouais. Ouais. Bon, après, est-ce que... Enfin, il y a... Euh, où est-ce qu'il est, il y avait un autre graphique sur les services d'abonnement. Donc la Netflixisation du jeu vidéo. Ouais. Donc Ouais. le Xbox Game Pass Mm. qui a... Enfin, j'ai quand même l'impression qu'il est en train de dévorer le monde, quoi.
sur le PC en tout cas. Donc ça, c'est quoi? C'est service à la demande sur Non, leur, je crois sur qu'ils leur classification? Non, je crois qu'ils le mettent ailleurs. C'est ça une critique qu'on peut faire sur ces chiffres, c'est comment enfin, les frontières qu'ils mettent, en fait, les définitions de chaque chose, je trouve. Et par exemple, les genres de jeux, ce qu'on discutait hors antenne, on va dire, t'as action et après t'as jeu de combat, en gros. Enfin, il y a un côté un peu ringard et aussi un peu arbitraire. Enfin, je sais pas comment dire. Donc ces chiffres, moi, je trouve qu'ils sont intéressants. C'est un rapport qui est qui est agréable à parcourir, intéressant, mais ça manque de précision quand même. Enfin, Alors, c'est fait exprès, comme je reviens sur ce que je disais tout à l'heure, hein, en fait, ils donnent pas les vrais chiffres, ou ils t'expliquent pas exactement combien a vendu chaque jeu, parce que sinon ça voudrait dire que tu connais exactement les chiffres de Ubi, de EA, de tous les plus gros, ouais, mais et en fait, c'est pas dans leur intérêt. On sait pas qui est comptabilisé, tu vois. Ouais. Parce que ok, on va pas savoir les chiffres précis de chacun, mais on peut savoir qui est inclus ou pas, quoi, quand même. Je suis d'accord, mais tout est subjectif, effectivement. Les genres de jeux, c'est assez marrant. Donc, prenons les plus gros qui sont sortis. Dis-moi où tu vas lister, enfin, où tu mets Cyberpunk. Action, jeu de stratégie, aventure, jeu de tir, jeu de rôle. Je suis entièrement d'accord. Voilà. Donc, ça, on sait pas, du coup, où sont les gros titres. Enfin, bon. Et si on revient sur le truc quand même des slides inutiles, quoi. Enfin, ça fait joli. Ou vague, on va dire surtout. Mais si on revient sur les chiffres d'affaires, l'évolution du chiffre d'affaires, comme tu disais, et les répartitions, etc. Vous voyez, la microtransaction versus le free-to-play, c'est moi qui le pense comme ça. Je trouve que c'est pas exactement ça qu'ils disent eux derrière. Donc qui dit ça? Et peut-être que Ubi le dit l'entend comme je viens de le dire, alors que EA le pense pas de la même manière. Donc à la fin, il y a des chiffres qui sont méga poreux, on sait pas qui fout quoi où. Franchement, on peut pas vraiment y croire. Le seul truc que je regarde, c'est plutôt, la tendance globale, est-ce que ça monte, ça descend, est-ce que ça fait plus de physique ou de dématérialisé, etc. Ça c'est intéressant, mais pas plus. Donc toi, en tant que pro, tu t'en sers un peu, mais bon, c'est... Très peu. Parce que nous, on a nos chiffres, en fait. Donc on n'a pas besoin de regarder leurs trucs. Ouais, mais vous avez vos chiffres pour vous. Oui, pour les chiffres des autres, après, c'est de la veille, c'est de l'estimation. Il y a des gens qui vont faire des estimations de se dire, on pense que Call of Duty a vendu tant, etc. Et etc. vous faites votre propre travail, quoi, là-dessus. Bah ouais. Vous ne basez pas uniquement sur ce genre de rapport, quoi. Ah non, malheureusement, on peut pas. Ok. Il y a des gens qui vont aller éplucher comment ça s'appelle, les rapports financiers à la fin de l'année des boîtes qui sont cotées en bourse, puisque par exemple Valve ils sont pas cotés, donc en fait ils donnent pas de rapport. On ne sait pas combien Valve gagne par an en fait. Et alors il me semble que ils ont quand même vu qu'ils communiquent pas, il me semble qu'il y a quand même un truc qu'ils sont obligés de communiquer, mais si tu communiques pas, en gros on te tape sur les doigts en disant hey, tu vas payer une petite amende. Et le mec il dit bah vas-y, je m'en fous de ton amende. Je préfère que personne connaisse mes chiffres. Voilà. Voilà. Ok, très bien. T'avais un truc à ajouter, Laurent, ou pas, du coup, sur ces chiffres? Ouais. En gros, on a un écosystème PC qui a été dépassé par l'écosystème smartphone. Ça s'applique. C'est pas étonnant en fait. Non, c'est pas étonnant. Et surtout en 2020 d'ailleurs. Ouais. Bon, parce après que 2020, des gens comme nos parents, des gens qui jouent pas forcément souvent, ils ont rien à faire parce que malheureusement on était tous un peu chez nous à rien foutre des fois. Tu prends ce que t'as. Je veux dire, papy il va pas aller s'acheter. Je dis papy parce que j'ai un truc de retraité devant les yeux. Il va pas aller s'acheter une console pour jouer. Il va sortir son smartphone. Non, plus précisément, papy il va sortir une tablette tactile. Ça tu le vois un peu plus bas. Ouais, voilà, encore mieux. Mais ça c'est parce qu'il voit pas bien. Donc voilà. Forcément, il faut un écran plus gros. Désolé, je troll mon papa. C'est tellement vrai en donc plus. j'ai le droit. Bah oui, c'est vrai, tout le monde le sait. Mais c'est ce que j'ai fait, c'est ce que j'ai offert à mon père, une tablette. Bah ouais. Je vois plus rien sur mon téléphone. Je fais ok, d'accord. J'ai tellement craqué. Première question, comment tu augmentes la police? Et voilà. C'est ça. Ouais. Voilà, comment tu augmentes la police? Bah t'achètes plus gros. Non, mais tu peux augmenter la police dans Android et tout. Ouais. Hein, et moi, c'était le truc que tu fais jamais, quoi. Et tu touches sur le téléphone de tes parents et le premier truc que tu fais, c'est ça, quoi. Ouais. Comme Laurent, j'ai acheté, t'achètes une nouvelle tablette et je me suis pas pris la tête, j'ai acheté le plus gros modèle possible en termes de taille d'écran. Comme ça, ils peuvent plus se plaindre.
Ils ont quasiment un écran 15 pouces dans les mains, quoi. Ouais. Voilà. Donc, qu'est-ce qu'il y avait d'autre la meilleure vente, hein, C'était Animal quoi Crossing. Ouais, ouais. Ouais, c'est pas. C'est pas très Alors, étonnant. Ouais. ce qui est marrant, c'est que Animal Crossing est premier, sauf que, comme tu disais tout à l'heure, Laurent, Nintendo file pas apparemment les chiffres de vente digitale ou dématérialisée numérique. Ouais. Donc en fait, comment vraiment, je pense pareil, c'est une extrapolation de se dire. Non, parce que en fait, tu vois que c'est les mêmes chiffres. Mhm. Donc ça veut dire que ne serait-ce que la vente du physique d'Animal Crossing lui suffit à être premier, toutes catégories confondues, quoi. Ouais. Après, ce qui fait quand même peur, c'est numéro 3, Mario Kart 8 Deluxe. Après, bon, ça c'est... on n'est pas un podcast console, et encore moins Nintendo, mais c'est la philosophie de Nintendo d'avoir des long sellers. Ouais, ouais, mais là, enfin, je veux dire, il y a quand même pas mal de jeux qui sont sortis depuis, et non, Enfin, Nintendo continue. tu regardes Après, le top 20, le top 20 sur Switch, t'as la ah, plupart, mais c'est des jeux Wii U déjà. on dérive, mais le problème qu'il y a, c'est que dans les consoles Nintendo, souvent le top 10, c'est pas des jeux Nintendo qui se vendent sur le long terme, c'est plutôt que des jeux Mario en fait. Je crois que c'est sur la Wii, le top 10, il y avait 8 jeux Mario. C'était Mario Kart, Mario Party, Mario je sais pas quoi, Mario Bidule, Mario et Sonic aux Jeux Olympiques. Et tu te dis, ah ouais, en fait, dès qu'il y a Mario, ça vend quoi. Bah ça, c'est pas nouveau. Hein. Ouais, Bah, et je tombe dedans. on a quand même Zelda et Ring Fit Adventures. Ouais, ça c'était pour pas prendre de poids pendant les confinements aussi. Voilà. Et ben, au final, j'ai annoncé qu'on allait se moquer de ces chiffres, mais finalement, il y a des choses intéressantes dans ces rapports. Donc, je pense que si vous avez vraiment un peu de temps à perdre, faut quand même le dire. Vous pouvez aller voir ces chiffres. Ils sont dispo où, du coup Sur Ils le site sont du CEL, sur tout le simplement. site Sur du site de sel, ouais. sel.fr. Tout Et simplement. tu parlais de l'émission du sel, bah en fait alors là je Je me sors à la flatte fin, j'ai moi-même. vu. Ouais, page 71, l'émission du sel, c'est quand même Alors, bien écrit. on va Alors pas vous vous le pourrez dire. lire, Bah vous ouais, mais moi pourrez je suis lire avec et toi, venir scroller. je suis jamais allé voir, je me suis jamais intéressé à ça, mais finalement c'est pas si inintéressant. Ouais. Non mais ce qui est bien c'est que nous on l'a pas vraiment lu cette slide. Les gens pourront la lire et venir se moquer de nous aussi en disant ah il a raconté des n'importe quoi Non ou mais peut-être que j'ai pas dit des conneries. non mais là, bon, on garde quand même la critique principale qui est le flou un peu sur les catégories de jeux, de chiffres, de qu'est-ce qui est compté ou pas. Ça, bon, je pense qu'on peut pas nier qu'il y a des imprécisions là-dessus, quoi. Volontaire Ouais. sûrement, hein, mais voilà. Mais ça reste quand même un document assez intéressant finalement. Après aussi, Explorer. étant donné qu'on est à la fin de... Du podcast. Ouais parce qu'on a que là, passé on est du temps déjà dessus hein, c'est bien. à plus Non, de on est à 30 la minutes. fin de Q1, t'as aussi les autres pays européens, ou en tout cas la communauté du charbon. Je suis un peu vieux jeu. Qui ont sorti leurs chiffres et c'est à peu près similaire. Enfin, c'est certainement pas au même niveau, ou un peu plus, ou un peu moins, mais ils ont connu eux aussi un boom de vente et on retrouve à peu près les mêmes jeux. Ok, donc bon. Ça semble cohérent en tout cas. C'est ça. Ok, on va passer à la deuxième actualité assez rapidement, je pense, avec toi, Laurent, sur qu'est-ce qui se passe avec Shadow. Qu'est-ce qui se passe avec Shadow? Eh ben, Shadow, entre le dernier numéro et ce numéro, ils sont en redressement judiciaire. Voilà, donc si vous vouliez tester, c'est trop tard. Non, redressement judiciaire. Enfin, je suis pas juriste et je suis pas comptable, mais en gros, ils sont à la recherche d'un repreneur. Ouais, ça pue un peu quand même. Ouais. C'est un peu plus compliqué que ça, parce que j'ai écouté un podcast qui s'appelle Disque 8, enfin Disquette, mais Disque DISK 8 en chiffres. Fait par d'anciens journalistes plutôt tech que j'ai vu à travers d'autres sites et en fait Shadow s'est fait si j'ai bien compris Shadow au début était hébergé chez OVH
Et il y a eu un moment, il y a eu un moment donné où ils ont été rapatriés chez un autre, un équivalent d'OVH, j'imagine. Qui s'appelle 2CRSI. Voilà, qui était leur actionnaire, un de leurs actionnaires principaux. Et je crois que c'était le début de leurs ennuis. Enfin, il devait y avoir des raisons à ça. Déjà, il y a eu un split. Hein. Il y avait 2 fondateurs, si je me trompe pas, ou plus. Mais en tout cas, il y en a un qui s'est barré suite à ce changement de OVH vers 2CRSI. C'est ça. Et en fait, l'un des gros soucis, c'est que il y a toujours pas de migration, en tout cas en France, des configs. Savoir que là, étant donné que je suis client de Shadow, donc je paye ma Shadow quand même assez cher, quasiment 30 € par mois, et j'ai toujours ma 1080. Ouais. Et ça pique un peu. Alors autant la 1080, il y a quand j'ai commencé l'abonnement, il y a 3 ans je crois, c'était cool. Top. Mais aujourd'hui, tu vois, j'ai lancé Cyberpunk et j'étais en médium. Oui, t'as même pas de RTX, t'as 2 générations de retard. Pour 30 Voilà, € par tu mois, vois. c'est un peu abusé quand même. Ouais. Alors il semblerait que dans les autres pays, ils l'ont. En plus, Là, là, je suis un peu plus vénère. Ah la loose. ouais. Donc ouais, difficulté d'approvisionnement. Donc redressement judiciaire. Et il devait se faire, enfin OVH, ou en tout cas la société mère d'OVH, avait constitué un dossier. Manque de peau. Alors tout ça apparemment ça se passe dans la même ville, à savoir Strasbourg. Manque de peau, le data center d'OVH vient de cramer. Et il y a eu, je sais pas, c'est un chiffre en l'air qui ressemble à une connerie, mais 10% du web français qui est parti en fumée. Littéralement. Apparemment, c'est quand t'as lancé Cyberpunk, ça coïncide à peu près. J'espère pas. Et donc, du coup, à mon avis, enfin, il est probable que ça mette un frein au rachat ou ce genre de choses. En tout cas, affaire à suivre. Ah oui. Donc, en fait, alors, je crois que c'est Pintaro, donc le journaliste, ou en tout cas c'est son nickname, avait discuté avec des gens chez Shadow, et le business plan de Shadow, c'était d'une d'avoir des gamers, mais de deux d'avoir des entreprises. Parce que les entreprises, en gros, te prenaient, enfin, t'occupaient la plage 8-19, et tes gamers t'occupent la plage 19, 3 heures du mat, quoi. Enfin, 2-3 heures du mat. Et ça a jamais pris. Enfin, en tout cas, ils ont pas réussi. Et de ce que je vois dans les communications de Shadow, ils sont toujours... on sent qu'ils s'adressent à des gamers, quoi. Ils sont pas en mode oui, venez voir nos PC pour faire de la production vidéo, ce genre de truc. Ouais. Donc voilà, je vais peut-être devoir me racheter une machine physique. Ah ouais, on fera un numéro spécial avec ta nouvelle config, du coup, on présentera tes choix, voilà. C'est ça. Bon, en même temps, bonne chance pour choper une carte graphique en ce moment. Mais bon, c'est une autre histoire. C'est impossible, non ? Ouais, je pense que c'est impossible. Ah oui, TSMC, c'est ça ? Ouais. Donc la grosse boîte taïwanaise qui fournit tous les microconducteurs. Enfin, la boîte qui fait les puces, quoi. Pour tout le monde. Ils sont dans la dèche. Ils ont quoi faire des puces. Ils n'ont pas de matière première. Bah, le Covid a apparemment flingué leur chaîne d'approvisionnement. Et donc ça a des répercussions sur leur production, et donc ça a des répercussions sur les cartes graphiques, sur les consoles, et peut-être même les téléphones portables, ou en tout cas, voilà quoi. Toute l'électronique en ce moment est en train de marcher au ralenti. Ouais, c'est la merde. Voilà. Ok, ben, on vous redirigera vers le Reboot 06 du coup pour notre dossier Cloud Gaming, et c'est dommage parce que Shadow c'était quand même une option intéressante sur le marché.
Alors voilà, donc je pense qu'on a fait le tour des actualités. On va passer tout de suite, juste après ça, à Valheim. Alors, Valheim, il a pris tout le monde par surprise ce jeu. Il arrive en Early Access il y a quelques semaines, mois, je pense, en début d'année. Et on est déjà à quelques semaines, ouais. On est déjà sorti à 6 le 2 millions... février 2021. 2 février, c'est vraiment fulgurant, quoi, parce qu'on est à 6 millions de ventes. Et alors, c'est un jeu de survie craft. Donc, bon, moi je l'ai vu monter dans le top Steam. J'étais pas super chaud, parce que en fait, on a joué à Age of Conan Exile, je sais pas si tu te rappelles, Bud. Ah ouais, si, on a testé plein de trucs dans le genre. Voilà, bon, moi j'en ai commencé à avoir un peu marre de ces jeux en fait de craft, de survie qui pullulent un peu sur Steam et Minecraft. Oui. Je sais ce que je veux dire, je pense que c'est pas Conan qui t'a fait mal, c'est de jouer avec ton neveu à Minecraft. Non, mais c'est. J'aime pas jouer sans but et des fois les enfants. Ils n'ont pas besoin de but pour s'amuser, mais moi maintenant j'ai 36 ans, voilà, je le dis, et j'ai besoin d'un but pour m'amuser. Tu n'es plus un enfant. Et donc, tu as perdu la magie dans ton cœur. Non, il n'y a plus de magie maintenant, il y a des objectifs chiffrés, voilà, c'est des achievements, c'est ça, c'est l'industrie, c'est le futur. Bon, ce que tu dis, c'est que quelqu'un que tu connais, on va l'appeler Petit Lu, ça marche bien. Il a commencé Minecraft avec son fils, il m'a envoyé un message, il m'a dit, c'est quoi ce jeu ? Je comprends pas ce que je dois faire et c'est quoi le but. Je lui dis t'es trop vieux mec, tu comprends pas. Et c'est exactement ce que tu dis. Voilà, c'est qu'on a besoin d'une histoire, d'un objectif. C'est ça, et du coup, à un moment, un de nos potes nous a dit quand même, bon bah voilà, on va tester Valheim, donc il y a allez, aucun on suit. Et en fait, t'es projeté dans Valheim et t'as une courte cinématique, donc t'es transporté par un énorme corbeau. T'es lâché tout nu, voilà, sur le premier biome du jeu, un biome prairie très sympathique. Et on te dit, bon voilà, tu veux retourner au Valhalla, ok, c'est facile, tu butes 5 boss. Et en fait, du coup, t'as un but du jeu. Et moi, c'est ce qui m'a plu en fait. C'est que ce jeu, c'est un early access, mais t'as un but du jeu qui est clair, qui est énoncé, il n'y a pas de fioriture, il n'y a pas d'histoire et tout, c'est voilà, t'as un viking, t'es tout nu, tu vas aller au Valhalla, tu butes 4 boss dans un ordre précis, ou 5 boss, et ensuite le jeu est fini, voilà. Après, pour y arriver, il y a du chemin à faire et tout, mais au moins les choses sont claires, quoi. Et donc, bon, il y a des tutos un peu, distribués par notre ami le corbeau, d'ailleurs, au fur et à mesure. Bon, il faut vraiment lire, hein, parce que si on lit pas, c'est un peu chaud. Donc après le jeu c'est vraiment un mélange de Age of Conan du coup Exiles avec construction de base, survie, pour moi de Zelda Breath of the Wild aussi, parce que il y a un environnement, surtout le premier en fait, la prairie, c'est chatoyant, c'est les couleurs et tout, ça me rappelle les Zelda. Puis il y a le côté physique en fait, où il y a les troncs de bois sont physiqués vraiment comme on dit. La première fois que tu meurs en te faisant écraser par un coup. Ouais, tout le monde l'a fait, je pense. Tu coupes un tronc d'arbre, et il te roule dessus et tu meurs. Et après Minecraft, parce que tu peux quand même modifier beaucoup le terrain, et pas seulement construction de base, aussi les mines sont, voilà, tu peux creuser vraiment le terrain, l'aide de pioche et tout, terraformer quoi. Et donc pour continuer sur le style, alors c'est un jeu, moi j'ai envie de frapper fort. J'ai envie de dire que c'est un jeu que je trouve beau. Et j'ai envie de dire que les gens qui le trouvent pas beau ont mauvais goût. Voilà. J'ose le dire. Parce qu'en fait, c'est un jeu qui est low poly et avec des textures low résolution, mais avec des éclairages très modernes et très beaux, et qui donnent une ambiance vraiment particulière et que moi j'ai adoré. Alors, je sais pas ce que tu en as pensé, Bud. Toi, Laurent, tu n'y as pas joué, mais toi, Bud, tu y as joué pas autant que moi avec nos autres potes, mais tu y as joué quand même pas mal.
Ouais, c'est de la merde. Non, je rigole. T'as le Non, droit de non, le dire, hein. effectivement. Non, je pense vraiment pas que c'est de la merde en plus. Effectivement, si on prend chaque élément séparément, donc je sais pas, un perso en 2D, bah, enfin un perso en 3D pardon qui est en low poly, bah, en fait ouais, il est dégueu. Si on prend les Mm. textures, bah elles sont dégueu. Si on prend enfin, tout est dégueu en fait Tout est si on les dégueu, prend séparément. séparément. Et en photo, par exemple, en screenshot non animé, c'est dégueu, quoi. Ouais. Ouais, c'est pas top top. Et alors dès que Mm. ça commence à bouger, là ça fonctionne. Et surtout, effectivement, ce qui fait le tout, et c'est souvent ça, hein, on l'oublie souvent, Mm. mais c'est l'éclairage qui rend tout. Ouais. Qui transcendent la qualité de la direction artistique. Et je pense que Ouais. c'est vrai dans le film, dans le cinéma aussi, la photo fait qu'un film peut être moyen ou juste magnifique, vraiment. Et je pense qu'ils ont Ouais, vraiment réussi à capturer ça. c'est un peu une nouvelle mode, je trouve. Dans Octopus Traveler, par exemple, Mhm. l'Orez à l'ancienne, avec Ouais. des éclairages modernes, ça rendait très bien. Il y avait aussi un autre jeu qui m'échappe. Bon, je le retrouverai plus tard, mais c'est un peu un phénomène de mode en ce moment, et je trouve, moi, j'aime beaucoup en fait ce style. Bah, il y a le Euh, Project Triangle qui est le ouais, prochain qui est jeu comme que fait Octopus. Octopus, ouais, Ouais. voilà, et dans le même genre. Et il y en a un autre qui va sortir là sur, je crois que c'est que iOS, mais je suis pas sûr, Mm. qui s'appelle Fantasian, qui est fait par Mist Walker, et c'est pas low poly, mais c'est pareil, c'est dans un peu la même tendance, quoi. C'est Ouais, toujours, puis même quand tu vois Minecraft RTX, par exemple, où là, ah ouais, clairement, c'est purement le RTX, et ça est vraiment très beau, en fait. Donc, ouais, c'est du coup, bon, il a été critiqué sur son aspect graphique. Et moi, par exemple, j'ai un collègue qui m'a dit, oh, franchement, c'est tellement moche que j'ai pas envie de tester, quoi. Et alors, ouais, le message, c'est vous arrêtez pas à ça parce que c'est vraiment, déjà, ça rend vraiment bien en mouvement et quand on y joue, quand on est plongé dedans, pas sur des streams pourris YouTube, mais sur vraiment le jeu, déjà, ça rend quand même mieux. mhm. Et puis, quand les boss arrivent, par exemple, il y a un orage et tout, ça donne toute sa dimension au truc. Et le mouvement du vent dans les arbres et tout, et toute la physique du jeu, bah, au final, tu fais plus attention, je trouve. Et moi, je trouve ça Bah, vraiment agréable, quoi. il y a quand même deux, trois choses aussi qui sont intéressantes sur la qualité graphique qu'ils ont. C'est que l'avantage, tu peux réduire la qualité, enfin pas la qualité, mais les settings, les paramètres sur ton PC. Et donc ça permet de tourner sur des PC qui sont pas forcément avec des séries 3000 en termes de GPU, avec un CPU qui date Mm. de 3 mois. En fait, tu peux jouer avec une machine qui est quand même assez peu puissante. Donc c'est quand même pas Ouais. mal en fait. C'est quand C'est même développé c'est un bon point pour eux. c'est développé sous Unity, non? Bon, si je te dis oui, à mon avis, j'ai peu de chance de me tromper, hein. Mais j'ai pas vérifié. Je suis pas sûr, honnêtement. J'en Ouais, suis pas je sais complètement pas. certain. J'ai pas fait attention à la structure des fichiers sur le PC. Je suis en train de regarder, hein. On peut continuer. Parce Ouais. que, enfin, j'ai eu de mauvaises expériences sur Si, Unity. si, t'as raison. C'est Unity. Et franchement, ça tourne bien, hein. Ok. Ça tourne bien, ça ralentit un peu, par exemple, quand t'as une grosse base construite, j'ai remarqué. Mhm, Et donc, t'as par exemple beaucoup de portails pour se téléporter. Là, bon, si t'actives tout en même temps, ça peut ralentir un petit peu. Mais ça sera sur toutes les configs de toute façon. Mais mhm. franchement, ça tourne plutôt bien. Moi, j'ai un PC portable avec une 2060. Bon, c'est pas de la merde non plus, hein, mais ça tourne très bien dessus. Et Donc, plutôt il réussi faut de ce aussi se côté-là. rappeler, faut se rappeler que l'équipe, parce que les gens qui disent ouais c'est pas très beau et tout, ça reste une équipe de, allez, une dizaine de personnes, je crois. Il me semble qu'ils sont 15 Ouais. max. C'est Je crois même Iron qu'ils sont moins que Gate ça. Studio, je crois, c'est leur premier jeu. C'est leur premier jeu, ils sont suédois, ils sont édités par Coffee Stain. Ouais, Bah, suédois. Et, Ouais. le et en truc, fait, ouais, non, ils sont. c'est que Pardon, vas-y. quand tu vends de la forêt, des Vikings, tu penses à Assassin's Creed Valhalla. Tu vends de la forêt, des animaux, tu penses à Red Dead Redemption 2. Mais ça, c'est des mastodontes, tu vois. Exactement. C'est pas 15 personnes, c'est 15 000 personnes. Non, je rigole, c'est pas 15 000. Mais c'est ouais, c'est facilement 1000 personnes, je pense. Ouais, mais Par ouais, là. du coup, les éclairages, comme je disais, aussi le niveau de détail et la génération aléatoire du monde est quand même très réussi. Mhm. Bon, on est un peu répétitif, quoi, mais dans les biomes, mais franchement, moi, je trouve que c'est vraiment impressionnant hein, comme travail. Hein. Après, on est peut-être. Alors, désolé, hein, ça, je suis pas sûr. Hein, ce sera à confirmer. Ouais, quoique, on doit le voir avec la roadmap qu'ils ont fournie. Mais il y a que 5 boss sur les 9 prévus, si je me trompe pas. Donc potentiellement, il y a que 5 biomes sur les 9 prévus aussi.
Ouais. Peut-être que au fil du temps, ils vont augmenter le nombre de biomes, et donc Ouais. la génération aléatoire va faire que ça sera un peu plus différent, etc., etc. Faut se rappeler quand même, ça reste un early access. Ça, c'est quand même la folie. Je sais pas si tu prévoyais d'en parler un peu plus tard, mais euh, même, alors moi, tout à l'heure, t'en as parlé, tout à l'heure, Yunzo, qui, j'ai pas accroché, alors pas accroché, c'est pas le bon terme, mais j'ai pas joué autant que toi, Mm. pour plein de raisons, et je peux en parler plus tard, mais la qualité de l'early access est quand même incroyable. C'est Ouais. propre, ça tourne, il y a du contenu, il y a Il y a des heures de jeu, c'est pas peu de un bugs, truc hein. Peu de bugs, franchement. très peu. Alors il y Il a y des en bugs a, il y en a, multi mais quand même. c'est lié au réseau, oui, voilà. Je pense que Voilà. c'est plutôt lié au réseau. Mhm. Et ça reste vraiment, comment dire, c'est pas passable, mais on leur passe ça, quoi. On va pas leur en tenir rigueur. Les mecs, ils sont encore 15, ça fonctionne bien, c'est des trucs réseau, c'est Ouais. compliqué à tester, c'est compliqué à débugger. Et souvent, alors désolé de Rixé, t'as perdu 1 heure, mais c'est pas très grave en fait à la fin. Ça reste quand même, t'as pas perdu toute ta base, t'as pas ton serveur qui a planté et là, ah merde, faut que je recommence. Non, Ouais. ça c'est Rust. Ah ouais, ouais, oui, mais ça c'est Rust. Ouais, mais ça c'est à cause d'OVH. C'est ça. Ouais. Toujours les mêmes coupables, franchement. La boucle Mais est alors, bouclée. du coup, moi, je voulais, bon, on n'a pas parlé beaucoup du gameplay. Bon, en fait, c'est un gameplay assez classique, hein, ça ne réinvente pas la roue, c'est de la survie, du Ouais. craft. Mais il y a une grande variété de gameplay différents qui sont tous assez simples, mais tous très réussis. Par exemple, Age of Conan Exile, moi, j'aimais pas parce que les combats étaient flottants, les collisions étaient pourries. Enfin, j'ai pas aimé vraiment, c'était raide. Et là, bah, les combats sont simples, mais si tu ripostes au bon moment, ben l'ennemi est bloqué, enfin et stun, Mhm. voilà, et KO un peu. T'as des boucliers, t'as différentes armes, t'as du tir à l'arc avec de la physique justement. Il faut un peu monter sa flèche par exemple pour tirer au bon endroit à distance. Et donc t'as un petit gameplay de navigation, t'as du coup de l'exploration aussi. Donc t'as plein de gameplay, t'as des crafts, mais les crafts est divisé en différents crafts et tout est plutôt réussi, je trouve. Donc et tu peux même te spécialiser. Nous on a voilà Drixé par exemple un de nos potes qui s'est spécialisé dans finalement la construction de base. On a un autre pote qui s'est spécialisé à tuer les boss avant nous, Ah mais à nous alors non gâcher mais le ça, jeu. j'espère que t'écoutes, gros connard. C'est à cause de toi que j'ai arrêté de jouer. Bah voilà, c'était le tac spécial dédicace. Euh, et donc Non non non, mais franchement je suis d'accord avec toi. ouais, Sur, vas-y. désolé, je te coupe, mais sur Non, un vas-y. point où et c'est vrai que j'ai quand même bien aimé le jeu à la base et que j'ai arrêté après parce qu'en fait j'arrivais pas à suivre. Mais ce qui était cool, c'est que j'ai pas besoin de construire. En fait, moi ces jeux-là, ce qui me gaffe, c'est faire l'architecte. Je déteste ça. J'ai pas envie de construire les maisons, j'ai pas envie de construire les trucs. Ça me saoule, saoule, saoule. Et Drixé, lui, il kiffe ça. Donc en fait, moi j'allais chercher du bois et il construisait des baraques. Et ça Ouais. c'est cool parce qu'en fait on peut se spécialiser un peu plus que comme on faisait sur du World of Warcraft à l'époque. En tout cas, on se spécialise. Moi, je fais le tissu, toi, tu fais le forgeron, etc. Et donc, ça nous permet de créer tous les éléments nécessaires pour Mm. aller développer au mieux la base et nos compétences. Et ça, Ouais. c'est plutôt cool. Mais à la fin, Ouais. oui, il faut quand même pouvoir suivre. Et c'est ça, moi, qui m'a posé problème, c'est que j'arrive pas à jouer autant. Et j'arrive, je sais pas si c'est jouer autant, mais en tout cas, c'est jouer aussi longtemps et autant de fois au même jeu. Il faut jouer à plein de trucs Ouais. différents. Alors le truc, donc nous on a pris un serveur, on a loué un serveur, donc on a un serveur permanent. Mm. Ça coûte pas très cher, franchement, c'est vraiment une bonne idée. Ouais. 10 Donc on euros a, par mois, excuse-moi, 10 euros par mois ouais. dans chez NitroServe, hein, je balance le truc, on s'en fout, on fait un peu de pub, Mm. ils nous payent pas, c'est gratos pour la pub. Ça coûte 10 euros par mois, si on jusqu'à 10 joueurs maximum en même temps sur le serveur, Ouais. donc en fait ça fait 1 euro par mois par personne, Ouais. c'est pas quand même très cher, et en plus vous pouvez, attention c'est 10 joueurs simultanés, donc vous pourriez très bien être 20, tant qu'il y a un roulement, vous pouvez toujours être 10 Ouais. sur le serveur, quoi, donc ça fonctionne. Il y a un autre moyen de faire moins cher, c'est de le hoster soi-même, mais Ouais. là ça veut dire que votre PC doit tourner en permanence, que vous devez ouvrir des ports et tout, enfin ça devient un peu galère, ça bouffe des ressources sur votre machine, donc quand vous voulez jouer à autre chose, ben, vous avez quand même des ressources qui sont bouffées, donc c'est quand même pas top. Ouais, du coup, on a joué sur un serveur donc, qui était permanent pour nous tous, et on a joué donc vraiment en coopération, avec une base commune, etc. Je pense que solo, c'est intéressant aussi, hein, c'est bien, mais même moi, je jouais aussi, on joue tous un peu solo dans notre coin, dans le jeu. On se donne rendez-vous de temps en temps pour faire les boss, pour faire des expéditions. Mais tout seul, bon, forcément, c'est un peu moins intéressant peut-être. Enfin, un peu... Mhm. Oh, il faut rester motivé tout seul, en fait, je pensais surtout ça.
Et à Et plusieurs, t'as comment? tout à fait raison. T'as tout à fait raison. C'est-à-dire que moi, je jouais plutôt pour faire de la coop permanente. C'est-à-dire que je joue que Ouais. quand vous jouez. Alors qu'en fait, non, il faut réussir à se dire, ah non, mais moi, en fait, je vais couper du bois de temps en temps, tout seul. Je vais me faire mon Ouais. kiff. Je vais me faire un boss, ou alors, je sais pas, je vais chercher une certaine ressource pour me faire une armure. Et c'est le truc que j'arrive pas à faire. Ouais. Et ouais, ce qu'il faut dire aussi, c'est qu'on peut changer le serveur. Le perso est conservé, donc ça, c'était bien. Mhm. C'est une bonne idée. Après, donc le problème de ça, c'est que il y a du scaling en fait sur les boss, donc les boss s'adaptent à ton niveau. Et donc par exemple, on peut partir en fait sur le serveur, on joue tous ensemble, tuer un boss tout seul, parce que voilà, les autres sont pas là, on a envie d'avancer. Et en fait, les boss débloquent vraiment des objets qui vont permettre de. Bon, ça, je reviendrai sur la progression parce que c'est vraiment un truc essentiel du jeu et le point fort du jeu pour moi. Mais voilà, les boss, tant que tu l'as pas tué, en gros, tu peux pas avancer dans le jeu, quoi. Parce que tu débloques un objet qui te permet de faire des meilleures armures et tout. Et D'ailleurs, désolé, je te coupe encore, mais j'ai vu hmm, sur PC Gamer un gros joueur, je crois que c'est un joueur qui a construit une base de ouf, qui a décidé de rejouer au jeu depuis le début, mais sans ouais, tuer les boss. Et là, on se dit, mais comment il fait pour évoluer? Parce que comme tu dis, effectivement, il faut tuer le premier boss pour pouvoir aller miner du cuivre, ouais, si je me trompe pas. ouais. En fait, le mec, ce qu'il fait, c'est qu'il va aller pouler des trolls et faire en sorte que les trolls tapent Hmm. les filons de cuivre pour récupérer du cuivre pour aller pouvoir ensuite créer des trucs. Et le gars, il est en train de faire ça. Voilà. Ouais, Désolé, ça. Non, mais petit. c'est rigolo parce que nous on touche pas trop à ça, on est un peu conventionnel de ce côté-là. Ouais, ouais. Mais il y a plein de possibilités de gameplay émergent, il y a plein de choses super fun à voir sur YouTube, il y a une grande créativité des joueurs comme d'habitude, quoi. Mm. Mais alors oui, donc le problème de scaling, ce qui t'a fait un peu décrocher toi Bud aussi, c'est que du coup on peut aller tout seul en fait sur un serveur où on joue à plusieurs, péter un boss. Et du coup, bah, c'est vrai qu'il n'y a pas ce côté comme Raid dans World of Warcraft par exemple, où c'est un temps, on s'équipe et on peut pas faire autrement que de taper à plusieurs. Mhm. Donc du coup, ça crée petit à petit un décalage entre les gens qui finalement, bah, tu pars en vacances, t'as plus le temps de jouer et t'as quand même, t'as pas de niveau, mais bon, c'est par rapport à l'équipement et par rapport à l'équipement en fait, Et ce qui est fake en le fait, niveau. parce à la fin, si je revenais demain, je suis sûr qu'en fait, j'aurais de l'équipement en 30 Ouais, minutes, parce que vous me lirez tous ce que j'ai besoin. Mais ce qu'il y a, ouais. c'est que comme j'ai pas vécu le voyage complet, en fait, je veux pas arriver à juste à me faire le boss, quoi. Ouais, c'est ça. Et ça m'amène du coup au point essentiel de ce Oh, jeu. Moi, je trouve que on est bon. non, mais c'est vrai, c'est la progression en fait. Tout. Ah, ce jeu, il maîtrise, je trouve, sa progression mais à la perfection. Presque, on va dire, presque à la perfection. En tout cas, les premières heures, premières dizaines d'heures, mais c'est hyper addictif parce que tous les gameplays, l'évolution du craft, du matos, tout est distillé petit à petit. Et donc, d'abord, tu as une armure un peu en cuir pourri. Ensuite, bah voilà, tu vas pouvoir avoir une armure un peu meilleure. Tu vas du coup pouvoir aller dans le biome suivant. Donc, dans le biome suivant, t'as un énorme troll. Nous, on a tous couru et pleuré nos mères quand on l'a rencontré. Puis ensuite, bah, tu progresses. Et moi, je trouve que c'est vraiment très maîtrisé. Et aussi, ils arrivent à limiter la répétitivité en variant la collecte et le craft. Donc, par exemple, bah, les minéraux, au lieu de faire bêtement le même modèle de rocher, en gros à taper tout le temps la même chose, et ben le cuivre par exemple c'est un gros gisement qu'il va falloir taper et il y en a pas souvent mais c'est des gros gisements. L'étain c'est des petits trucs que tu trouves que près de l'eau, il y en a pas beaucoup mais il y en a souvent. Après le fer c'est que dans des souterrains. Le silver, l'argent, il faudra un item pour le découvrir. Et enfin voilà, en fait par exemple il y a une plante aussi très importante, et ben bon, tu peux la trouver facilement, mais le truc c'est qu'elle brille. Donc la nuit, elle est plus facile à voir, mais la nuit, c'est dangereux. Il y a plus de monstres. Donc il y a plein de petites idées en fait comme ça qui font que ça limite vraiment la répétitivité. Euh, Après, bon, franchement, à long terme, heureusement, tu as le but aussi qui te motive à continuer. Parce qu'au bout d'un moment, quand tu arrives au niveau du fer, donc c'est les armures niveau 4 ou 5 sur 7, un truc comme ça, là, ça devient quand même, il faut beaucoup de fer pour faire une armure. Et là, je trouve qu'il y a encore un équilibrage à faire. Parce que tu perds trop de temps à les récolter, en fait, pour faire ton armure. Mais bon, ça se discute encore, hein, mais globalement, c'était super agréable en fait d'évoluer. Et du coup,
Si tu reviens plus tard, comme disait Bud, et qu'on te file ton matos, c'est que t'as raté en fait la construction du matos et tout. Bah, en fait, t'as raté le cœur du jeu. Donc, qu'on te file une armure et que tu tapes sur le boss pendant un quart d'heure, finalement, c'est pas le plus intéressant. C'est le chemin que t'as parcouru pour t'équiper et te rendre prêt devant le boss, quoi. Mhm. Donc, C'est ce que je disais, je sais pas ouais. si j'ai dit sur ce podcast-là ou si on en parlait en dehors, hors antenne, comme tu dis, mais c'était la même chose sur World of Warcraft. Quelqu'un qui a fait vraiment du level 1 au level 60 et quelqu'un qui a acheté son level 60, en fait, tu le fumes quand tu fais un combat en level 60 contre level 60 parce que toi, tu as eu le temps de maîtriser, d'apprendre, etc. Et en fait, à la fin, c'est pas d'être level 60 qui est important, c'est de maîtriser ton perso et donc c'est le voyage Ouais. que tu as Après, eu. là, bon, franchement, il n'y a pas vraiment. Moi, je trouve pas qu'il y a vraiment de différence de ta Non, maîtrise du perso entre 10 heures et non, non, c'est sûr. entre tes 3, 4, 5 premières heures et tes Mais après 40 heures. Et sauf que Mais, comme t'as dit, tu peux pas pleurer quand. Enfin, je sais pas quelle armure vous avez maintenant, mais tu vois, si j'avais une armure d'or, j'utilise les chevaliers du Zodiac, si j'avais l'armure d'or demain que tu me filais, je pleurerais pas en l'ayant parce qu'en fait, j'ai pas vécu tout le truc pour réussir à ouais, arriver à ce niveau-là. Alors que toi, tu vas me raconter, ouais, alors tu sais, à ce moment-là, je me suis fait défoncer par un troll, ouais, voilà. et après, il Ouais, a fallu que j'aille chercher mon corps et tout. Et ouais. forcément, en fait, comme tu dis, c'est le voyage qui est important, c'est pas l'armure que t'as eu à la fin. Ouais, c'est un peu cliché de dire ça, que c'est pas la destination, c'est le voyage qui est amusant. Mais là, vraiment, le plaisir de jeu, pour moi, il est de s'améliorer, d'améliorer la base. Et c'est vraiment bien, bien calibré à ce niveau-là. Bah, Voilà. avant que je drop, te rappelle-toi, on Hmm. avait fait une expédition cuivre, je pense, si je me trompe pas, avec le Ouais. bateau là que tu avais construit et où t'es mort pendant l'expédition et en Hmm. fait, enfin c'était épique. À la fin, Ouais. on n'a rien fait, on a perdu plein de trucs, mais c'était quand même épique, épique. Ouais, et puis des fois, bon, ça tourne au désastre et tout le monde meurt en boucle Ouais. et là, ça t'énerve. Moi, j'ai pété un câble quand je suis mort en boucle dans la montagne, par exemple, parce que j'avais pas de protection contre le froid. Je... Mais c'est quand même vraiment. Franchement, je le recommande vraiment cette Early Access qui est pour moi hyper Mhm. complète. En plus, c'est pas très cher, c'est 16 €, je crois. Et il y a beaucoup, beaucoup de contenu. Nous, ça fait un mois qu'on est dessus. On n'a pas encore fini le dernier boss. Parce qu'on n'y joue pas tout le temps non plus, Mhm. mais on est motivé pour terminer, quoi. Ouais. Et comme tu as dit, ça peut Et vraiment mal tourner. Et justement, j'allais dire, je crois qu'en ce moment même, à cet instant précis, je pense que ça sur un tourne mal. autre panel, ils sont en train d'essayer de galérer à récupérer un corps perdu. En C'est ça, fait, bon, c'est aussi un générateur d'histoire, bien sûr. Hein. quand je le regarde de là où je suis, bon, j'ai pas spécialement d'avis sur Valheim. Hmm. Peut-être que je le ferai, mais je préfère éviter les accès anticipés. Mais ça me fait penser à Among Us, non, plutôt à Fall Guys, mais pour gamers, à savoir que c'est euh, le confinement a fait émerger énormément de jeux où tout le monde joue en même temps. Mais Mhm. étant donné qu'on est des gamers, je peux dire Interville, ça m'intéresse pas des masses et Among Us non plus. Enfin, tu vois, si je dois le faire avec d'autres gens qui ne sont pas gamers, je le ferai, mais non. Ah, nous, on a fait du Among Us, alors on dérive un peu, mais ça reste cool de temps en temps. Mais ça peut pas Voilà. être un jeu que tu Oui, joues tous les soirs, non. c'est pas Tu possible. vois, Puis on joue entre nous, quoi. Donc, c'est mais là, c'est le jeu de midi, tu vois. ouais. Tu joues en 10 minutes, tu fais ta partie de Among Us. Enfin, j'imagine. Non, Mais mais t'as raison. c'est vrai que ce que tu dis, enfin, ce jeu-là, il nous a permis de nous retrouver entre potes sur un serveur juste à nous, ok. Et d'ailleurs, je recommande pas, tu penses, de jouer avec des inconnus ou de faire du PVP parce que, à mon avis, niveau triche, c'est horrible. Et puis, de toute façon, tu peux changer de serveur comme tu veux. Enfin, pour moi, c'est un jeu, pour l'instant, en tout cas, qui est taillé pour la coop et pour jouer avec des gens que tu connais. Mais bon, moi, je fais toujours ça, de toute façon. Donc, je vais toujours conseiller ça. Ouais, toi, Mais ton RP, c'est sourd et muet, comme ça c'est tranquille. ouais, mais bon, ouais, voilà. Mais comme on disait au début, c'était vraiment hyper sympa de jouer à ça à plusieurs parce qu'il y a une variabilité de gameplay qui fait que chacun trouve son compte et il y a beaucoup d'entraide qui est possible. Mhm. Et il y a aussi du solo qui est possible. Et aussi tu peux, voilà, t'as du temps, bah tu vas aller chercher tu vas miner du fer pour les autres pour qu'ils fassent leur armure. Donc Mais je pense que c'est t'as raison hein, sur le fait, sur un point, pourquoi c'est aussi comment pourquoi ça a autant de succès. C'est que le jeu
tu peux le jouer en solo pur, si tu veux. Tu peux jouer sur ton PC seulement avec ton serveur à toi, point. Tu peux le jouer en multi en payant un serveur ou en l'hostant chez toi, il n'y a pas de problème. En multi pur. Et après, il y a le truc entre les deux, c'est-à-dire que c'est difficile de pouvoir jouer tout le temps en multi, comme moi je voudrais le faire. Parce que il faut réussir à se retrouver, il faut avoir le temps. Donc quand on est deux, on peut réussir à se caler. Nous, on était quand même 6, si je me trompe pas. 5-6 facile. Donc là, pour se retrouver tous ensemble, c'est quand même bien galère. Mais l'avantage de ce jeu-là, tu peux jouer tous les soirs de ton côté, et moi je peux jouer tous les 2 soirs. C'est pas grave, parce qu'en fait, toi, tu peux continuer à faire évoluer le groupe en jouant tout seul. Et ça, c'est cool. Ouais, c'est une formule qui semble simple, mais qui est vraiment bien, en fait, qui est vraiment bien exécutée, quoi. Et puis, tout simplement, la prise en main du jeu est vraiment super agréable. Le perso répond bien. Tu tapes un arbre, c'est pas une corvée, c'est sympa, grâce à la physique, je pense aussi. C'est voilà. Donc après, bon, pour terminer, il manque la qualité de vie. Niveau gestion d'inventaire, évidemment, dans ce genre de jeu, c'est toujours la galère. Donc celui-là, il déroge pas la règle. Après, il y a une roadmap, donc ils vont augmenter le contenu, sortir des nouveaux biomes. Mais franchement, déjà, là, il est super intéressant. Il est super complet, déjà. Il y a beaucoup de choses, quoi. Donc, là, excuse-moi, Yunzo, mais je te coupe, mais il faut vous dire qu'ils ont vendu 6 millions de copies, en tout cas, c'est ce qu'ils annoncent. Allez, je vais multiplier par ça. Ils ont fait 54 millions d'euros. De revenus. Je pense qu'ils peuvent se permettre de mettre un peu d'argent pour développer le jeu. Non, en fait, franchement, j'attends rien parce que je le trouve déjà bien, mais finalement, j'ai hâte de voir ce qu'ils vont faire, quoi. On va voir ce qu'ils vont faire de cet argent. Est-ce qu'ils vont réussir à transformer l'essai et rendre le jeu encore meilleur? C'est possible, hein, perfectible, mais on fera peut-être un restart d'ici quelques mois là-dessus, parce que ce qu'il faut espérer, de mon point de vue, de mon point de vue, c'est il devrait, avant de faire quoi que ce soit, d'essayer de changer, d'améliorer le jeu, c'est d'abord de finir le contenu qu'ils avaient prévu, donc les 9 boss, de rajouter la qualité de vie, comme tu dis, c'est-à-dire une interface un peu mieux, pour rejoindre les serveurs un peu plus facilement, pour rejoindre tes amis aussi plus facilement. Enfin, il y a plein de genres ce genre de trucs qui sont assez simples à faire. Et après, effectivement, il va falloir que je sais pas si c'est se renouveler, se différencier, rajouter encore plus de contenu, je sais pas, mais effectivement, à un moment donné, il va falloir quand même qu'ils proposent encore plus ou différent, quoi. Et on verra à ce moment-là, effectivement, ce sera là où on fera le restart. Ouais, c'est pour ça que moi, je suis pas hyper convaincu par l'idée de rajouter encore 5-6 biomes, parce que est-ce qu'ils ont assez de bonnes idées à chaque fois, tu vois? Pour l'instant, je trouve que ça tient, mais bon, clairement, par exemple, le dernier métal, pour le trouver, il suffit juste de buter des monstres, pas forcément très intéressants à buter. Déjà, c'était clairement moins bien que les autres biomes, quoi. Donc, à voir s'ils épuisent pas la formule finalement, au lieu de se concentrer sur ces biomes qui existent déjà et de les améliorer, quoi. Peut-être qu'ils vont faire un truc avec, quand tu auras fini les 9 boss, tu vas dans un nouveau serveur qui est en fait Valhalla avec d'autres joueurs et tu fais du PVP. Ouais, j'ai une idée de merde, hein, comme sans moi. Non, ouais, ça se trouve, il y aura un royaume et tout, incroyable. Ouais, on verra. Bon, alors voilà, je pense qu'on a fait le tour de Valhalla. Bon, on recommande chaudement. Même toi, Bud, je pense. Bah ouais, non, mais clairement, non, vraiment, je recommande. Il y a des gens qui vont dire, mais il est complètement fou, il a pas joué beaucoup, il recommande. Mais non, c'est juste que c'est un très bon jeu. Il faut juste avoir la bonne optique et jouer d'une certaine manière. Je pense que moi, c'est moi le problème, en fait, c'est pas le jeu. Et ça, on peut rien y faire. Ou alors, on pourra peut-être dire que c'est Frodon le problème. Et il est à moins de 20 € sur Steam, en tout cas. Ouais, c'est 16,79€. Franchement, à ce prix-là, allez-y. Ah ouais, il faut pas hésiter, clairement. Alors, et ce qui est bien, quand même, désolé Yunzo, mais ce qui est quand même cool, c'est par rapport, alors je nous jette des fleurs à nous, souvent les gens disent juste c'est génial, on a quand même été négatif sur le jeu, en tout cas réaliste sur les trucs qui allaient pas. Et ça, je trouve ça bien, parce que il n'est pas parfait non plus, il y a encore des trucs à améliorer. Oui, bien sûr. Ouais. Voilà. Ok, bon, on a fait le tour. Alors, je pense qu'on va passer maintenant à notre restart qui va concerner ce mois-ci Imperator Rome. C'est juste après ça.
Alors, après cette petite interlude musicale, une magnifique musique d'Imperator, je recommande la soundtrack. Donc ce jeu, il est sorti, il a été annoncé en fait au printemps 2018, en grande pompe entre guillemets, donc par Johan Anderson, un des premiers développeurs créateurs de Paradox Interactive. Il est sorti 1 an après. Alors, il a eu une bonne réception critique sur la plupart des sites. Et par contre, il a eu une mauvaise réception des joueurs et les joueurs l'ont rapidement abandonné. Alors, pourquoi ? Alors bon, moi, personnellement, je l'attendais et j'ai bien aimé. J'ai fait une campagne assez longue à la sortie. Mais la différence, c'est que moi, je l'avais jamais joué tellement, jamais réussi à rentrer tellement dans Europa Universalis 4 et autres jeux de grande stratégie de Paradox historique. J'avais très envie de rentrer en fait. Donc j'attendais ce jeu pour y rentrer, et j'aime beaucoup aussi la période qui couvre. Donc c'est la période de la République romaine, transition Empire romain, et donc la période guerre punique avec Carthage et la mort d'Alexandre le Grand et les guerres des successeurs d'Alexandre le Grand. Donc l'Antiquité quoi. Une période super intéressante. Alors, du coup, en fait, un des problèmes principaux, je pense, c'est que c'est pas facile à résumer en fait. Mais déjà, bon, alors les joueurs qui sont habitués aux grandes stratégies de Paradox, ils ont trouvé le jeu est trop creux. Donc bon, forcément, quand tu compares avec Europa Universalis 4 ou Crusader Kings 2, un nouveau jeu qui part de zéro sans aucun DLC, bon, il est assez vide. Mais je pense qu'il y a un autre truc qui est aussi ressorti, c'est que ça ressemblait quand même pas mal à Europa Universalis 4, et il y avait un côté jeu de plateau interactif, et un des jeux de Paradox que les joueurs adorent en fait, c'est Victoria 2, et également Stellaris ou Crusader Kings 3 et 2, et la particularité de ces jeux, c'est qu'ils sont pas mal en simulation aussi. Et pour moi, Imperator Rome, il a démarré en jeu de plateau, et les joueurs attendaient plutôt quelque chose d'une simulation, ouais, en dehors du manque de contenu. Et en fait, je dis ça, c'était un peu facile de dire ça parce que c'est vraiment ce qui a été fait par la suite, parce que Johan Anderson a rapidement quitté le jeu. Enfin, en fait, il a modifié le jeu avec des premières grosses mises à jour. Et son premier travail, finalement, ça a été une grosse remise en question. Il a basculé le jeu en simulation. Donc, par exemple, c'est un système de jeu qui utilise des petites populations pour représenter les peuples dans le jeu. Et à la base, elle bougeait pas du tout entre les pays, par exemple. Elle bougeait uniquement à la main en cliquant sur des boutons. Et beaucoup de choses se faisaient avec différents manas. Donc, t'avais le mana légal, le mana du charisme, voilà. C'était des points, tu dépensais ces points pour faire toutes tes actions. Tu cliquais sur plein de boutons pour déplacer les pop, pour faire tes lois et tout. Et finalement, en fait, c'est ça qui a pas plu du tout et qui a été retravaillé en priorité. Et donc une des premières choses du coup, ça a été la migration automatique et la croissance des populations et la transformation du jeu vers plus de simulation en fait. Après, il y a un nouveau game developer qui a pris la suite et qui a vraiment développé en fait donc ce côté simulation en ajoutant en fait l'apparition des routes, la construction de routes sur la carte, le développement graphique des villes. En fait, les villes se développaient graphiquement et il a fait une séparation entre villes et villages en gros sur la carte. Et c'est devenu un jeu qui était simulation et un peu presque 4X en fait, et civilisation builder, un constructeur de civilisation. Un truc qui est plus proche finalement de civilisation, le jeu, que Europa Universalis 4, qui a du coup eu son vrai cachet. Et donc après ce développeur-là qui s'appelle, son pseudo c'est Areo, donc il a fait des grosses mises à jour au niveau de la religion. Il a beaucoup développé la religion, enfin lui et son équipe bien sûr, la culture. Et la dernière mise à jour là, c'est ils ont refait pas mal tout ce qui est militaire en fait. Et donc il a transformé entre un système où tu construisais tes armées un peu comme un RTS, voilà, ce qui était un peu anachronique parce que tout le monde avait des légions, ce qui n'était pas le cas à l'époque,
en système de levée, comme dans Crusader Kings 3, où finalement c'est tes populations du pays qui vont faire tes armées et t'en fais une armée quand t'en as besoin, ensuite ils retournent à la ferme en gros, quoi. Et à côté de ça, t'as des légions professionnelles qui vont peu à peu apparaître au cours du temps dans le jeu. Et alors, donc cette mise à jour, du coup, elle a été nommée 2.0, parce que c'est vraiment une grosse transformation du jeu. Et jusqu'à maintenant, les différentes mises à jour n'ont pas ramené énormément de joueurs sur le jeu. Mais celle-là, a priori, elle a réussi à ramener pas mal de joueurs. Et donc, ils ont couplé ça avec un DLC qui s'appelle Les Héritiers d'Alexandre, qui se focalise en fait sur donc les héritiers d'Alexandre le Grand, qui sont des acteurs majoritaires de cette époque-là. Alors, bon, moi, j'avais bien aimé le jeu dès le début, mais franchement, le jeu est vraiment maintenant excellent. Il vaut vraiment le coup, et tous les systèmes qui ont été rajoutés sont intéressants, même si maintenant il y a une énorme quantité de gameplay et de mécanismes qui sont empilés et qui sont pas forcément faciles à maîtriser en fait quand on débarque et qu'on n'a jamais joué, qu'on n'a joué qu'à la première version. Donc ce que je peux dire du coup, c'est que du coup le jeu est passé à une orientation plus simulation, plus construction de civilisation et personnalisation de la civilisation. Mais il a aussi une forte orientation historique par rapport à Europa Universalis 4, par exemple, Crusader Kings 3, qui ont surtout des départs historiques, mais pas forcément des évolutions du jeu historique. Mais là, en fait, tous les DLC sont des espèces de missions, des objectifs historiques avec un peu de texte, d'enrobage historique, et qui fait que c'est très intéressant quand on s'intéresse à la période. Donc voilà, je vais pas passer trop longtemps dessus parce que là c'est un sacré monologue, puisque vous, ça vous intéresse pas spécialement. Moi j'ai testé. Jeu. T'as testé au début, toi? J'avais testé, ouais. C'était avant qu'on joue à Stellaris, je crois. Ouais. Ouais, c'était aride. C'était pas facile à comprendre. Ouais. Les tutos étaient tout pourris. Enfin, ça restait du vrai paradoxe. Ouais. Sauf que un peu comme Crusader Kings 3, mais Ouais. j'avais moins l'envie de comprendre, et c'était un peu moins sympa à regarder ce qui se passait, parce que comme tu dis, c'était plus le jeu de plateau à l'époque. C'était le début du jeu de plateau. Oui, c'était jeu de plateau. La première version était quand même très orientée guerre aussi. Donc après, ce qui est intéressant dans ce jeu, c'est que par rapport à Europa Universalis 4, c'est qu'il y a aussi donc il y a des populations, des peuples, qui représentent en fait voilà, tes habitants. Et tu as différentes classes de population. Donc tu as l'esclave, l'homme libre, le citoyen, maintenant tu as le noble aussi. Donc tu as tout ça à gérer, qui peuvent être de différentes religions, de différentes cultures, donc peut-être une grande complexité, une grande profondeur, on va dire, à ce niveau-là. Et tu as également des personnalités, en fait, qui sont pas comme Crusader Kings 3, où c'est pas aussi poussé avec... tu diriges pas une personne, en fait. Tu diriges la nation légitime, en gros. Donc si tu as une guerre civile, par exemple, et que tu perds la partie. Et donc, donc tu as des personnalités qui vont représenter ton consul, mais qui va changer, par exemple, tous les 2 ans, 4 ans, voilà. Ou ton roi, mais il va mourir, et du coup, tu vas avoir son héritier. Et donc, c'est plus traité comme des ressources, mais ils ont quand même un petit peu de profondeur, parce qu'ils ont un arbre généalogique, tu peux les marier, et tu peux les emprisonner, tu peux faire un peu d'intrigue. Mais ils n'ont pas poussé à fond cet aspect-là par rapport à Crusader Kings 3, qui est vraiment un The Sims médiéval, avec une grosse simulation de ce côté-là. Mais moi, je trouve que maintenant, c'est vraiment un bon équilibre et très intéressant entre Europa Universalis 4 et Crusader Kings 3. Et il a vraiment sa propre identité, en fait, entre la période et ce mécanisme, ces systèmes de population et de personnalité. C'est vraiment original par rapport aux autres, quoi. Et ça, c'était un des points forts de la version 1.0, moi, ce que j'avais bien aimé. Par exemple, moi, j'avais pris une tribu en Gaule, et j'avais conquis la Gaule et formé la Gaule. Donc c'était plus ma tribu, c'était vraiment la nation Gaule. Et et du coup, de ma tribu, j'avais fait évoluer en monarchie. Et ça, c'était déjà présent à l'époque. Maintenant, les tribus n'ont pas été trop retouchées. Donc les tribus sont pas le gouvernement le plus intéressant. En gros, tu as république, monarchie et tribu. Les républiques ont été très retravaillées, sont les plus intéressantes, je pense. La monarchie, c'est aussi intéressant.
et les tribus sont sûrement les prochaines classes de gouvernement qui vont être retravaillées. Mais c'était déjà assez satisfaisant en fait de faire évoluer cette tribu, développer les villes pour transformer en monarchie et civiliser un peu le pays, quoi. Et ça c'est vraiment unique, je trouve, par rapport aux autres jeux Paradox. Donc voilà, après, donc déjà à l'époque le problème c'était les tutos, l'interface aussi. Donc l'interface a été largement remaniée dans la version 2.0. Elle est plus jolie, graphiquement plus épurée, mais c'est pas encore ça pour moi. Honnêtement, là, j'avais raté une mise à jour, celle de la culture, et j'ai repris là, mais j'ai failli lâcher au début, hein, alors que je connaissais déjà bien le jeu. Parce que y a aucun tuto, en fait, et tout est balancé, et là, on est quasiment dans le feature creep, en fait. Alors, j'ai pas le terme en français, mais ça s'empile. Et c'est très intéressant, c'est très complet, c'est très profond. Parce qu'on leur a dit tellement, voilà, votre jeu il est pas complet, votre jeu il y a rien à faire et tout, que maintenant c'est presque surchargé. Et franchement, sans wiki, sans regarder des tutos, sans passer des heures à chercher, c'est vraiment pas facile par rapport à Crusader Kings 3. Crusader Kings 3 qui pour moi a inauguré j'espère une nouvelle ère dans les jeux Paradox, des jeux quand même peaufinés qui sortent avec des bonnes premières versions. Parce que là, c'était pas inintéressant, mais c'était vraiment horrible niveau interface et niveau tuto, quoi. En fait, on peut dire quand même que Imperator, c'est l'ancien Paradox. Ouais, alors que Stellaris et encore plus Crusader Kings 3, c'est le nouveau avec. On essaie d'être un peu plus sympa, faire en sorte que les premiers pas dans l'expérience soient un peu plus guidés. Alors après, ils expliquent pas tout, hein. Crusader Kings 3, si tu veux vraiment maîtriser le jeu, le tuto il est pourri en fait. Mais il suffit pour t'amuser. Il suffit pour conquérir et former l'Irlande, et à partir de là, franchement, on s'est débrouillé. Hein. Oui, exactement, c'est ça. Et ça suffit pour s'amuser. Le tuto suffit pour s'amuser, avoir des histoires, en raconter, machin. Après, effectivement, tu maîtrises pas tout, tu deviens pas un pro de l'espionnage, mais au moins, tu as une base qui te permet d'avoir du fun. Alors qu'Imperator, et Crusader Kings 2 d'ailleurs aussi, c'est tu commences, et il faut te fouetter, c'est un peu... c'est ça, hein, il faut se faire fouetter pendant 30 heures pour réussir à comprendre c'est comme ça que ça marche. Ah d'accord, c'est fun. Et 30 heures les gars, enfin je dis 30 heures mais c'est plus que ça ou moins, ça dépend des gens. Mais c'est trop. Alors qu'au moins Crusader King 3, comme tu dis, le tuto c'est quoi? Allez, 1 heure et je vais être méga large en prenant ton temps. Et à partir de là, tu peux t'amuser. Ouais, 1 heure, bref. Enfin, ouais. Et donc là, il y a vraiment un grand investissement à faire. Moi, je trouve qu'il vaut le coup, hein. Mais soyez prévenus, quoi. Et alors, sur l'interface, du coup, tu sens que c'est un jeu qui a été retravaillé. Je pense que ce qu'ils ont voulu absolument éviter, c'est parce que Stellaris a été vraiment entièrement refait, quasiment. Imperator a été entièrement refait. Et Crusader Kings 3, non, ça sera pas ça, en fait. Ça a été bien fait dès le début. Ils vont empiler dessus. Mais ça a été bien conçu, en fait. C'est pas que ça a été mal conçu, Imperator, mais c'est pas parti dans la bonne direction, en fait, je pense. Ils se sont trompés, en fait, ils se sont trompés dans ce que les joueurs voulaient, je pense. Et du coup, ils redirigent le jeu. Ils le font bien. Ils vont dans la bonne direction, mais, par exemple, alors je vais donner un exemple. C'est, là, ils ont retravaillé le militaire. Et quand tu lèves tes armées, et ben quand tu veux les stopper, les disband, en fait, les faire revenir à la vie normale, je veux dire, et ben t'as un bouton disband normalement sur l'armée, et sur les levées ça marche pas comme ça. Donc t'as le bouton, il est encore là, il est grisé, t'as même un tooltip qui te dit non, passe pas par là pour disband ton armée, passe par le menu de droite. Et véridique, hein. Donc tu dois aller dans un autre menu pour disband ton armée, parce que le jeu, en fait, il a empilé et ils ont pas épuré. Donc je sais pas si... Ou alors ils peuvent pas épurer, ça se trouve. Ou alors ils peuvent pas. Ouais. A une fonction qui est propre à lui, mais tu peux pas l'enlever, sinon le fait de disband, alors j'ai cherché le mot, c'est dissoudre en français. Dissoudre, merci. Voilà, dissoudre les armées. En fait, si tu enlèves ce bouton-là, ça ferait péter l'autre. Enfin, il y a des trucs, mais effectivement, quand c'est toujours le problème, c'est quand tu construis quelque chose sur des fondations qui sont un peu branlantes, ça devient vite un caca pas possible. Donc potentiellement les mecs ils disent bon bah ça on peut pas l'enlever, bon on va le griser. Et puis on va dire non on peut pas ça, va à droite. Ouais mais c'est ça, moi je trouve ça hallucinant, ça me fait rigoler, tu vois, parce que c'est presque drôle de lire ça, en fait. Ce genre de truc où le mec, t'as un tooltip qui te dit non passe par un autre menu, quoi. Tu vois, c'est
Ou alors, ça manque de contextualisation des actions, ça manque de vraiment synthétiser tous ces boutons, quoi. ou alors c'est une blessure de guerre, tu vois, c'est pour se rappeler. Remember, tu vois, c'est le truc. Il le laisse pour se rappeler que regarde, on avait fait de la merde avant. Faut faire mieux la Ouais, prochaine fois. peut-être il se fouette tous les soirs, il dit, putain, ce bouton, je vais le laisser toute ma vie. Non, mais ouais, c'est dur de dire aux gens, c'est un excellent jeu. C'est un excellent jeu une fois que t'as passé 10-15 heures, quoi. Comme, on va dire, c'est tout le jeu Paradox, mais bon. Queer Kings 3, c'est plus accessible, quoi. Est-ce que c'est pas un reliquat d'un paradoxe passé qui s'adressait à leur Si, niche de gens ultra Ouais, c'est sûr. velus et qui Et oui, et puis en fait, qui cherchaient pas à draguer un nouveau public ou... Et c'est exactement ça, je pense, parce que le Johan Anderson est parti ailleurs, en fait, faire autre chose. Et lui, c'est l'ancienne garde, en fait. Voilà. Et ça a été remplacé par Areo, un mec qui est plus jeune et plus récent dans l'entreprise. Et je pense que chez Paradox, et je pense que voilà, leur jeu évolue et il leur faut des nouvelles personnalités pour créer leur jeu, en fait, de zéro, parce que ce qui était apprécié avant, ça suffit plus, en fait. Et potentiellement, c'est surtout, c'est toujours apprécié par une base de fans, mais qui est limitée. Et le but de Paradox, ils sont en bourse et tout, hein, comme tout le monde. Mm. J'en parlais tout à l'heure, c'est de faire plus gros, Ouais. c'est de faire mieux. En fait, Ouais. c'est obligatoire. Donc forcément, il faut s'adresser à un nouveau public, ou en tout cas ouvrir et élargir le public. Mm. Des gens comme Laurent, enfin, je me trompe pas, Laurent, si je dis ça, tu touches pas au jeu Paradox, alors qu'en fait, peut-être que tu vas y venir parce qu'ils vont faire un truc Bah, un peu plus ouvert. Et c'est tout le problème des jeux de paradoxe, c'est des systèmes Hmm, sur des systèmes sur des ouais. systèmes et faut prendre le train en marche quoi. Hmm. Et, Ah ouais. Et c'était d'ailleurs, Yunzo, c'était pareil pour toi. T'as pas commencé Paradox il y a 30 ans, quoi. T'as commencé Paradox avec Stellaris, Ouais. en fait, Et si je me c'est trompe pour pas. ça que j'ai commencé, je joue quasiment qu'au jeu où j'ai pu jouer à la version 1.0. Parce Mhm. que moi je trouve ça vraiment difficile de jouer à un jeu qui a déjà 10 DLC et autant de patchs majeurs en même temps que ces DLC. Mhm. Donc même Stellaris qui est accessible, franchement, te rappelle voilà, notre pote qui jouait et qui, sans le faire gaffe, était en train de transformer, avait plus aucune population sur sa planète parce Ouais. qu'il était en train de transformer tout en cyborg et il s'en était même pas rendu compte. Donc même, enfin, tu vois, ça nous a fait bien rigoler, mais c'était vraiment un symptôme de ces jeux où quand tu les prends 2-3, même, tu vois, ça fait 2 ans Imperator, quoi. Et c'est déjà, mais pouf, c'est des boutons, c'est horrible, quoi, à prendre, enfin, c'est très difficile à prendre en main maintenant, quoi. Mhm. Donc, je pense, mais j'espère et je pense comme vous que c'est le dernier jeu de l'ancienne ère Paradox comme ça. Et après, le jeu mérite vraiment de refonctionner. Moi, j'ai pris tous ces DLC, hein, je veux le dire, d'Imperator Rome, et je regrette pas du tout. Hein. Là, j'ai passé un excellent moment avec le DLC des héritiers d'Alexandre. J'ai pris un Diadoc, une des nations de Diadoc. J'ai reformé l'Empire d'Alexandre. J'ai pris un plaisir à lire les petits événements qui apparaissaient, qui étaient empreints d'histoire, en fait. J'adore, hein, mais voilà, il faut savoir dans quoi on s'embarque, quoi. Après, il y a aussi voilà, en dehors il y a des très bons côtés, hein. La carte est une des plus belles cartes de Paradox, une des plus détaillées et plus jolies, tout simplement. Il y a une automatisation des armées qui est possible, qui marche très bien, qui fait que tu peux te concentrer sur d'autres choses. Cette automatisation, pour l'instant, elle est réservée aux armées, et je peux vous dire que quand on a un très grand empire et qu'on se passe la moitié du temps à remplacer les gouverneurs parce qu'ils meurent, et ben t'en as marre au bout d'un moment. Donc j'aimerais bien un peu plus d'automatisation. En fait, il y a plein de choses qui pourraient être améliorées, mais c'est vraiment très riche. Donc j'aimerais, mais je pense pas qu'ils vont le faire, qu'ils se concentrent sur un peu faire une synthèse de leur propre jeu et l'épurer encore plus ce qu'ils ont fait. Mais pour l'instant, il n'y a pas de roadmap. La première roadmap s'est conclue là avec cette update là, et on verra la prochaine roadmap. J'ai vraiment hâte de voir. Et malgré tout, si le genre vous intéresse et l'époque vous intéresse, et si vous avez du temps à investir, franchement, le jeu en vaut vraiment la chandelle, je trouve, quand même, maintenant. Donc voilà ce que j'avais à dire sur Imperator Rome.
Et bon, je manquerai pas de le suivre quand même de temps en temps, je pense, parce que il mérite. En fait, il s'est fait bâcher et au bout d'un moment, c'est Internet quoi. Donc sur Reddit, sur les forums, les gens prennent plaisir à bâcher des jeux auxquels ils ont même pas testé. Et il mérite quand même vraiment d'être testé, je trouve. Donc voilà, j'en rends hommage. Parce qu'il y a, non, mais il y a beaucoup de boulot et faut rendre hommage à Paradox, à ces développeurs qui, c'est un jeu qui est descendu mais dans les limbes de Steam Charts quoi. Et ils ont continué à le soutenir et tout, ils y ont cru et moi je trouve que ça vaut, voilà, ils ont réussi leur pari et si ça marche pas, c'est parce qu'il a été mal lancé. Mais même s'ils laissent tomber qu'ils font un Imperator Rome 2, mais à mon avis il sera génial. Hein. Déjà là il y a plein de gens qui reviennent et qui disent mais franchement il est top le jeu quoi. Donc voilà, je rends hommage au jeu et il y a toujours des défauts mais voilà, super intéressant. Carrément. Alors je pense que c'est bon, j'ai terminé sur Imperator Rome. Donc on va passer au side screen maintenant. Alors on peut commencer par toi mon petit Laurent. Allez. Peut-être que moi j'ai un tout petit, je vais pas parler beaucoup pour mon side screen, pardon. Donc je vais peut-être le faire tout de suite parce que c'est en lien avec Imperator. Bah c'est ce que je pensais aussi. Je pensais que t'allais faire ça. Ouais, donc désolé Laurent, je te laisse en suspens 2 secondes. Mais c'est juste que je voulais recommander la chaîne YouTube Question de l'Histoire. Donc c'est une chaîne YouTube française qui fait des vidéos donc sur l'histoire. Vraiment de tout, hein, de toutes les périodes, toutes les pays. Et c'est toujours super intéressant. Il n'y en a pas beaucoup, il n'y en a même pas une par mois, je pense une tous les 2 mois, un truc comme ça. Je pense que c'est un joueur d'Imperator parce que il a fait une vidéo sur les Diadoques justement. Donc les successeurs d'Alexandre le Grand, qui était même pas sponsorisé, donc à mon avis il joue parce que, enfin je sais pas. Et elle est super bien faite et super intéressante. Moi j'avais lu déjà un peu de bouquins dessus pour juste avoir le contexte. Mais la vidéo est vraiment super intéressante à regarder si vous commencez en fait à jouer une partie d'Imperator avec notamment le DLC Les Héritiers d'Alexandre quoi. Donc voilà. Alors désolé Laurent, je te rends la parole. Alors moi je vais vous parler d'un film que j'ai vu à la télé, enfin en VOD, que je pensais ne jamais voir. Au final j'avais un peu renoncé. Qui est en 4 tiers, et non, ce n'est pas le Snyder Cut de Justice League. Dire. Je voulais parler de The Nightingale, qui veut dire donc le rossignol en français. Il est sorti, enfin c'est un film de Jennifer Kent. C'est ça qui m'a attiré vers ce film, qui est donc la réalisatrice de Mr. Babadook. Qui est un film que j'ai vu, Grand Prix de Gérard Armé, que j'apprécie beaucoup. C'est un film d'horreur, c'est quoi? Monsieur Babadook, oui. Enfin, Mr. Babadook, oui. Et The Nightingale, enfin, il est, je vais pas trop en dire. Il est vendu comme un rape and revenge. À savoir que tu vas suivre un personnage féminin, qu'elle va se faire violer, et qu'elle va chercher à se venger. Et ça se passe en Australie, puisque c'est une réalisatrice australienne, en pleine colonisation, donc qu'est-ce qu'ils disent? En 1825. Ok. Et bon, des Rape and Revenge, j'en ai vu, j'en ai vu tellement dans ma vie, ça m'ennuie, tu vois. Donc, en fait, le truc, c'est que Jennifer Kent, donc la réalisatrice et l'auteur de ce film, a de ça pour elle, et c'est qu'elle contextualise toutes les choses. À savoir que elle ne cautionne pas, enfin j'espère, rien de ce qu'elle montre à l'écran, mais elle va te montrer pourquoi ça va se produire. Toutes les frustrations, tous les ressentiments, toutes les décisions que les personnages vont prendre sont justifiées, enfin en tout cas contextualisées et assez limpides. Donc tu vas voir des choses enfin elle montre des choses que ouais c'est pas très fréquent de voir ça. En tout cas dans le cinéma régulier, on va dire, à tel point que à la première projection,
il y a eu des gens qui ont quitté la salle. Enfin, ça fait un énorme esclandre. Et il y a beaucoup de gens qui ont quitté la salle. Projection presse, quoi. Tu vois, j'ai déjà vu des gens quitter la salle en projection normale. Et Yunzo, je ne sais pas si tu te souviens, mais toi et moi, on a déjà quitté un film. Ouais, sur mon impulsion, je crois, l'horrible film. L'horrible film. Ouais, Taisons son nom, je ne veux pas en entendre. Ouais, je m'en rappelle même plus, mais c'est ouais. C'est pas trop violent, hein, c'était juste trop nul en fait. C'était vraiment nul. Mais en projection presse, ça, tu t'y attends pas trop, quoi. Ouais, c'est des gens chevronnés, quoi, quand même. Et puis c'est leur boulot, ils sont payés pour aller voir le film, donc ils y restent. C'est ça. Donc, je préfère prévenir que c'est un film qui peut choquer les gens. Clairement. Je comprends parfaitement pourquoi ces gens-là se sont sentis mal à l'aise et sont partis de la salle. Mais je trouve que c'est un bon film. Le meilleur film, en tout cas, que j'ai vu ce mois-ci. Et j'en ai vu quand même quelques-uns. Des vieux, pour la plupart. Okay. Donc, oui, disponible sur OCS à l'heure où on enregistre pour encore quelques jours, et il sera disponible en Blu-ray, et bon, vous trouverez bien, j'imagine. Ouais, c'est Blu-ray aux éditions Condor, c'est un éditeur perdu qui édite des films perdus, et vous fiez pas à la jaquette, et vous fiez pas non plus au résumé que vous pouvez voir. Enfin, la plupart, ils le vendent comme un Rape and Revenge, et c'est plus que ça. C'est beaucoup plus que ça. Ok, ça m'intéresse, parce que c'est vrai que l'histoire a l'air assez classique quand tu regardes le résumé, mais si tu dis qu'il y a finalement des surprises. Bah c'est dans la manière dont les sujets sont traités. Ouais. Je trouve ça assez surprenant d'avoir autant de contexte, on va dire. Et il y a personne, en fait, enfin, tu vas suivre la protagoniste, mais c'est pas ce que j'appellerais une héroïne, c'est pas un chevalier blanc, tu vois. Ok. Voilà. Ben merci. Donc on va passer à toi, Bud, pour For All Mankind. Ok, ben moi ce sera moins prenant et profond que le film de Laurent. Donc For All Mankind, une série qui a 2 saisons maintenant déjà, puisque la deuxième vient de sortir via Apple TV+. Je me demande si j'en ai pas déjà parlé de cette série. J'ai vérifié parce qu'il me semblait, mais j'ai vérifié aussi, j'ai pas l'impression. Non, ouais. Peut-être que c'était un truc que j'avais mis, tout compte fait, j'en avais pas parlé. Dans tous les cas, ouais, deuxième saison là qui vient d'arriver, c'est intéressant. Si je me trompe pas, c'est une uchronie. Je voulais chercher avant encore, toujours la même question. Ouais, c'est ça. Voilà, c'est une uchronie puisque tout va bien jusque quelle est la date exacte, je me rappelle plus, 1969 où normalement les États-Unis posent le pied sur la Lune, et sauf que ce n'est pas les États-Unis, c'est la Russie. Enfin, l'URSS à l'époque. Voilà, et donc ça part de là, et donc c'est la course sur la conquête de l'espace, etc., etc. Donc ça c'est la première saison. La deuxième saison part encore un peu plus loin. C'est intéressant, ça montre de belles images, de la science-fiction. Voilà, j'aime bien. Et puis on parle pas assez de Apple TV+, je trouve. Ils ont quelques séries, pas fou, hein, mais quelques séries qui sont correctes. Donc For All Mankind qui était bien, et l'autre qui est The Morning Show, si je me trompe pas, avec Jennifer Aniston, non? Comment t'as dit? C'est ça. Jennifer Aniston. Ouais, c'est ça, Jennifer Aniston, exactement. Ouais, exactement. Mais là, tu serais pas en embuscade en train de nous faire un double style screen, on dirait. Non, pas du tout, je m'arrête ici. Mais non, mais du coup, je voulais juste te demander, saison 2 par rapport à saison 1, est-ce que ça évolue bien ou comment ouais, ça évolue bien, ouais, ça évolue bien. Je vais pas trop pousser, mais non, pas sur l'histoire, mais toi, t'as été aussi intéressé vraiment par t'as regardé la saison 2 sans apprendre grand chose ou t'attends vraiment la saison 2? Non, t'attends justement, parce que la fin de la saison 1 lance le truc et tu dis qu'est-ce qui va se passer dans la saison 2, tu vois? Parce qu'en fait, c'est encore la conquête de l'espace, mais il y a ta branche
totalement par rapport à ce qu'on connaît. Nous, ce qu'on connaît, c'est la conquête de l'espace, les États-Unis gagnent, après il se passe plus grand-chose vraiment, la chute du mur de Berlin en 89 et c'est fini quoi, tu vois. Enfin, l'URSS Ouais. n'existe plus, on est tranquille, il n'y a plus que les États-Unis qui font du truc. Là, non, l'URSS a marché d'abord sur la Lune, donc ça change vraiment la donne. Et la deuxième saison est la suite de la première, mais bien plus tard. En fait, c'est pas genre un jour après, c'est plutôt 9, 10 ans après. Donc en fait, il y Ok. a plein de trucs qui sont passés, la technologie a évolué, la course à l'espace a déjà été beaucoup plus loin, donc ils passent à autre chose. Donc je sais pas jusqu'à où ils vont aller, s'ils feront 2, 3, 4, 5, 10 saisons, mais en fait, ils peuvent se faire plaisir parce que la course à l'espace est toujours en cours au jour Ouais. d'aujourd'hui. Chez Oui, nous, en bah. fait, enfin voilà, Mhm. Mars, est-ce qu'il y a de l'eau sur la Lune, sur Mars, etc. Et en fait, bah, ils peuvent utiliser tout ce genre de choses, d'éléments réels d'aujourd'hui et les mettre dans un contexte uchronique, comme ils ont avec, ok, bah, tout compte fait, les États-Unis sont pas si puissants, et puis l'URSS existe toujours en 2010, ou pas en 2020, enfin voilà, c'est possible, donc il peut se passer pas mal de choses. Ouais, Voilà. ok, du coup, t'as l'air d'avoir été plus emballé presque par la saison 2, en fait. Bah ouais, parce que la saison 1, on se demande, donc il y a l'élément de départ qui est choquant, entre guillemets, qui est oh la vache, qu'est-ce qui peut se passer si les États-Unis n'avaient pas marché sur la Lune? Ouais. Ok, donc là on voit le truc, et puis on se dit ouais, bon, c'est une série américaine, tadam, on est les meilleurs, on va les gagner et tout, et tu te dis à la fin de la saison, bon bah les États-Unis vont faire un truc et ils vont gagner. Et en fait, bah, pas forcément, donc c'est Mhm. quand même intéressant. Ok, cool. Là, c'est Ouais, Voilà. ça me la vend un peu plus que, tu vois, que prévu. c'est le propre des plateformes de streaming, à leur début en tout cas, c'est que tu vas investir dans la qualité, quoi. Ouais, bah, Avant de produire du contenu pour du contenu, tu produis du contenu de qualité pour mais attirer le client. le truc qui est marrant sur Apple TV+, quand même, c'est que alors je sais pas si c'est parce que ils ont trop de thunes, que Apple a pas besoin d'attirer le chaland, etc., etc. Mais la qualité est quand même moyenne. C'est pas, il n'y a pas 50 contenus, séries ou films qui sont incroyables sur Apple TV+. Non, mais Il y a quand même du contenu. en fait, faut voir ça à Netflix au tout début, où il Mhm. y a quand même un peu de temps avant qu'ils sortent House of Cards et Orange is the Ouais. New Black. Alors, je suis assez d'accord avec toi et le rouleau compresseur, donc là, Yunzo va dire ouais, tu fais un triple screen. En fait, le rouleau compresseur d'Apple TV+, si tout fonctionne bien, c'est Foundation, c'est Foundation, ouais. Fondation Ouais. de Super d'Asimov. hâte. Ouais, super hâte de voir ça. Ouais. Voilà. Super, Et super peur aussi. c'est potentiellement un rouleau compresseur, mais c'est à vérifier, on va Ouais. voir. Ouais. Hâte de C'est voir un ça. peu. Alors, désolé, je m'égare, mais parce que là, on part sur justement les succès, etc. Mais ils ont chaque plateforme de streaming à l'heure actuelle. euh, chaque pardon, chaque plateforme de streaming a sa grosse série qui arrive. Il y a donc une suite de Game of Thrones pour HBO, enfin une suite ou un spin-off on peut dire. Ils en ont trois Sur en développement, c'est Ouais, ouais. n'importe quoi. Sur Amazon, Mm. des gens, je pense pas que ce soit super super connu, mais en fait il y a enfin pas le Seigneur des Anneaux parce que c'est pas vraiment ça, c'est la Terre du Milieu qui va C'est arriver aussi en Silmarillion, non? série. C'est pas ça? Alors, c'est pas le Silmarillion, il me semble, mais c'est un truc qui se passe dans le passé. Je crois que c'est peut-être 1000 ans avant. C'est pendant le deuxième âge de Sauron, ou un truc dans le genre. Je sais plus Mais, exactement le setting, mais en tous les cas, mais ça tous va ces être. spin-offs, j'ai Et l'impression apparemment, qu'on en entend parler depuis des années, ils arrivent jamais, quoi. Ils vont vraiment arriver, tous ces spin-offs, parce que. ouais, là, pour le Seigneur des Anneaux, apparemment, c'est en tournage et ils balancent des bifetons, quoi. Ok. Si je me trompe pas, hein. Je peux me tromper, mais en tout cas, ils en parlent toujours. On te fera un fact-checking dans les commentaires. On compte sur vous. Ouais, mais il y a pour qu'est-ce que j'allais dire? Fondation, eux, c'est sûr que ça va arriver. Il y a aussi Dune. Dune, alors par contre, je sais plus sur quelle plateforme. Il y a une série Dune qui va arriver. Ouais. Euh, Bon, normalement, dans ça le devrait être film, déjà. HBO Max, j'imagine. Je Donc, crois que t'as vu que raison. c'est Warner, Mais il y a un lien avec le film ou pas du tout? normalement, c'est le même univers. Enfin, c'est supposé être un univers partagé. Ok, d'accord.
parce que je crois que la série se focalise sur les Bene Gesserit. Enfin, c'est peut-être pas la bonne prononciation, mais en gros, les Jedi de Dune, quoi. Ok. Tu l'as fini le bouquin d'ailleurs? Le premier, ouais. Après, il y en a... Enfin, étant donné que le premier film va être coupé en deux, je crois que j'ai un peu le temps avant de lire les autres. Ouais, ça va. Après, il me semble que le premier bouquin est bon et tout le reste est un peu plus moins bon. Il y a différents sons de cloche. Bon, en gros, clairement, le premier est le meilleur. Et on m'a dit, tant que tu ne vois pas son fils, ça va. Ça va. En fait, on donne tout pour essayer de dépasser les 2 heures, les mecs, là, non? C'est ça ou... Ouais. Du coup, on va y arriver. C'était vraiment de la merde, non, quand même? Vous pouvez le dire. Vendavision de quoi? C'était de la merde, non? Vendavision, c'est de la merde. Non, au final. Ouais, ça se regarde. Au final, quand je vois ça, je vois quand même des gens qui maîtrisent. Parce que je suis quand même assez rassuré qu'ils aient pas fait ce à quoi je pensais. Mais tu vois toute la différence qu'il y a avec Star Wars, c'est qu'ils connaissent leurs fans sur le bout des doigts. Kevin Feige, il connaît ses fans sur le bout des doigts. Et ouais, il peut te mener par le bout du nez, quoi. Et c'est ce qu'il a fait. Et moi, je trouve ça bien parce que c'est le genre de truc où je préfère être surpris plutôt que de savoir parfaitement ce qui va se passer. Et, en gros, je vais m'ennuyer, quoi. Après, qu'est-ce qu'il y a d'autre? Je suis quand même assez bluffé par le pognon qu'ils ont mis pour des épisodes de séries télé. En termes d'effets spéciaux. T'as vu le début du Faucon et du Soldat de l'hiver? Ouais, j'étais là. Wow. Ah, bon, après, j'ai vu le reste de l'épisode, mais le début, j'étais là. Wow. Ah, le début, il coûte, je pense que c'est un film français, tu vois. Quasiment, pourquoi tu vois, Astérix, tu vois. Pourquoi je les ai relancés sur les comics? Mais quelle connerie. Et dis-toi que moi, j'aime pas trop ça, hein, par rapport à Laurent. Ouais. Bon, allez, on va s'arrêter là, les gars. Ça marche. Ça marche. Voilà, on fera un spécial série, hein, si tu veux, Laurent. Un de ces quatre. Qu'est-ce que je tenais à dire? Merci pour les commentaires de la dernière fois concernant Yakuza. Donc il y avait comme précision que donc oui, le pôle emploi japonais existe bien. Il me semble que oui, c'est plus ou moins accessible sur smartphone, et que ce que j'ai appelé un bullshit job a quand même une certaine utilité dans le tracking des données de régulation de flux. Même si, d'après mes souvenirs, le Japon est un pays où ils ont des automates en guise d'accueil, donc je pense qu'ils auraient pu trouver une autre solution. Donc voilà. Si vous appréciez nous écouter déblatérer, likez-nous et suivez-nous. Voilà. T'as vu ça? Notre J'essaie de faire de la nouveau promo, PR, Laurent. C'est ce que je veux dire. C'est lui notre relation presse, en fait. C'est lui qui va faire presse officielle. La gestion de la communauté. Ah oui, abonnez-vous, bordel, putain. Avec la flamme, attends. Abonnez-vous! Actif agressif, tu vois. Gentil quel méchant flic. Allez. Dans un mois, alors, tout le monde. Merci. Exactement. Ciao à tous. À bientôt. Ciao. Ciao.